Bonsoir, enfants du cinéma, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, bonsoir l'ami, je suis dans un bar avec quelques potes et on souhaitait se faire un film ou une saga après, que ce soit quelque chose de triste ou une comédie. Qu'est-ce que vous me conseillez? Pour ce soir, je peux vous conseiller Furiosa, le dernier volet de la saga Mad Max. Okidoki, merci l'ami. Bon bah on part là-dessus. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans le podcast Enfants du cinéma. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Enfants du cinéma. Nous poursuivons cette nouvelle formule à deux et aujourd'hui nous allons vous parler du tout dernier film de George Miller, Furiosa, une saga de Mad Max ou Furiosa Mad Max Saga. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, JB et moi-même allons vous donner notre avis sur la trilogie Mad Max et Mad Max Fury Road. Voilà, c'était la première intro de King Tao. En fait, une fois sur deux, ça sera moi qui fera l'intro et une fois sur deux, ça sera King Tao. Donc bravo pour cette intro, mec. Bah merci, je l'ai travaillé aujourd'hui, je me suis fait un petit kiff en reprenant tes mots sur Hiroshima et donc du coup j'en ai fait quelque chose de complet, de concis, de clair et ça me fait plaisir de le faire. Et ben voilà, c'est parfait. Et donc, vous l'avez compris, on se retrouve pour parler de la saga Mad Max, de Furiosa. On va commencer tout de suite par vous parler du premier film Mad Max sorti en 1979 réalisé par George Miller. George Miller qui est un réalisateur australien. Et alors, petite particularité pour la saga Mad Max, toute la saga Mad Max a été réalisée par George Miller. Ce qui est quand même... c'est rare qu'une saga soit réalisée par le même réalisateur à chaque fois. Et donc, que nous raconte Mad Max 1 très brièvement? C'est dans un monde post-apo... Ah, j'ai raté. La magie du réel, on va le laisser. C'est dans un monde post-apocalyptique, yes, j'y suis arrivé, où on va suivre un flic, un ancien flic, qui s'appelle Max, qui va devoir survivre donc dans ce monde plein de brutes, et surtout, dans ce monde, pour survivre, il faut trois choses. Il faut de l'essence. Pourquoi il faut de l'essence? Parce qu'il faut une voiture, il faut la faire marcher, cette voiture. Mais il faut également de l'eau. Voilà, pour moi, c'est les trois ressources qui sont indispensables pour survivre dans ce monde. Et surtout, l'essence et la voiture. Parce que si tu te balades et que tu as de l'eau sur toi et que tu as des gens qui t'accostent avec... qui t'attaquent avec leur voiture, bah ils s'en foutent que tu sois un gentil ou un méchant, ils te butent, ils récupèrent tes ressources. Alors que si tu as une bagnole, et bah tu peux fuir rapidement. People don't believe in heroes anymore. They've pushed him too far. We're gonna give them back their heroes. Mad Max. The last law in a world gone out of control. Et donc, je vais me tourner vers toi. Pour moi, c'est une saga que j'aime beaucoup, parce que je l'ai découvert il y a quand même perpète. Mais toi, tu l'as découvert il y a peu. Et donc, qu'est-ce que tu as pensé de Mad Max premier du nom? J'ai plutôt bien aimé, même beaucoup aimé, parce que j'ai mis une note de 4 sur 5, Letterboxd, et 8 sur 10 Sens Critique. D'ailleurs, King Tao s'est inscrit sur Sens Critique hier soir, donc n'hésitez pas à aller le suivre. Le lien sera dans la description. En tous les cas, le premier, moi j'ai beaucoup apprécié. Et on peut parler vite fait de la mise en scène et d'autres choses apparentées. Moi, il y a un truc qui m'a vachement fasciné, tu m'en avais parlé à un moment donné, mais c'est le passage avec sa femme, avec son enfant. Ouais. Ce passage-là, parce que tu parlais de côté apocalyptique, tout ça, avec ses carcasses et tout, il y a un côté très road movie. D'ailleurs, je faisais une blague sur le dernier Mad Max Fury Road Movie, mais mais il y a un côté vraiment road movie, mais pas dans le bon sens, quoi. C'est pas genre. C'est un road movie assez hard, quoi. Ouais, c'est pas un road movie comme Little Miss Sunshine, quoi. Et dans tous les cas, c'est vrai que ce moment-là m'a beaucoup marqué. Et vraiment, en fait, je vais revenir sur quelque chose que tu as dit dans un autre podcast, mais c'est vrai, il y a une quête. Il y a une quête comme dans Challengers, il y a une quête. Bon, même si j'ai pas aimé Challengers, on s'en fiche. Mais c'est surtout qu'il y a cette image road movie, quête, et puis tu parlais de cette histoire de l'eau, de l'essence, d'une voiture. C'est les trois choses, sinon tu peux pas t'en sortir. Bah, c'est très intéressant, un film qui se concentre tellement que ça sur des ressources, tu vois. Moi, j'en vois pas beaucoup des films comme ça. On parle des ressources, mais on parle pas de l'acteur qui joue le rôle de Max, parce que c'est oui. Mad Max, c'est Max. Et c'est Mel Gibson. Ah, c'est Mel Gibson, ok. Mais je pensais que c'était Max Gibson. Bon, bref. Non, c'est Mel Gibson, et je dirais pas le nom de famille de Max, parce que je crois que c'est un nom étranger, je sais plus. Il est très compliqué, son Max Radomski, ou je sais pas quoi. Ouais, un truc comme ça. Voilà. Peut-être c'est pas ça, allez vérifier. Mais ça se finit en I. Voilà, non, Y.
Bah oui, le son I, Waouh. mais c'est KY. En tous les cas, Mad Max, premier du nom, non, c'était une très bonne surprise. Une très bonne introduction dans l'univers de Mad Max. Et moi, j'ai pris mon pied parce que, en fin de compte, ce film-là m'a permis après d'embrayer sur le deuxième. Et ça, c'est quand même pas gagné quand il y a des films où le deuxième opus est moins bon que le premier. Souvent, c'est ça. Hein. Et puis surtout, t'avais des risques de pas trop aimer Mad Max 1 et de pas vouloir enclencher le deuxième après, tu vois. Oui, c'est sûr. Bon, c'est pas Parce que c'est quand même un univers très très particulier, il faut accrocher, mais toi t'as accroché. Ouais, et puis c'est pas forcément ma trilogie préférée, j'en parlerai juste après en parlant de la trilogie, mais ça reste quand même quelque chose de très bon. Et le film est sorti en 79, la même année que Alien, le 8e passager de Ridley Scott, et c'est un film qui s'inscrit dans son temps, et il y a vraiment une patine que j'aime beaucoup dans ces films des années 70, 80, 90, quoi. Et moi, du coup, Mad Max 1, je l'ai découvert il y a... Alors, je l'ai découvert après Fury Road. Fury Road que j'avais découvert il y a bientôt 10 ans au cinéma avec ma maman et je m'étais pris une giga claque. Du coup, je me suis dit, oh, faut que je me fasse les autres Mad Max. Donc, j'ai dû découvrir Mad Max 1 il y a 6 ans, quand même. Et je dois dire que j'aime beaucoup le film. Je le trouve passionnant dans sa mise en scène, dans son côté, on suit quelqu'un de très solitaire, un guerrier solitaire, au milieu de grandes étendues complètement vides, sauf à 2-3 endroits où il y a des carcasses de voitures, etc. etc. Je trouve que vraiment l'univers, déjà visuellement, est passionnant, est très bien dépeint. J'aime suivre le personnage de Max, je m'attache au personnage de Max, j'aime le méchant, qui est d'ailleurs le méchant de Fury Road. En tout cas c'est le même acteur, qui est malheureusement décédé maintenant. Ouais. Et le truc qui me gêne un petit peu, c'est plus l'histoire et le rythme. Même si George Miller, on en parlera plus tard, est un chef pour ce qui est des histoires, pour ce qui est du rythme, sauf peut-être sur ce premier Mad Max, qui a vieilli là-dessus pour le coup. Mais en soi, j'ai quand même été passionné par le long métrage, par plein d'instants qui m'ont vraiment turbo marqué, comme par exemple les yeux exorbités, comme la scène avec la femme et l'enfant dont tu as parlé. Et ça me donnait vraiment envie de découvrir les suites, parce qu'il y a plusieurs suites, comme vous l'avez entendu tout à l'heure dans le podcast. Et donc, nous allons passer à Mad Max 2, toujours réalisé par George Miller, sorti en 1981. Et alors, cette fois-ci, qu'est-ce que ça raconte? Là, on est vraiment dans le monde post-apo, dans une sorte de désert australien, et on suit le personnage de Max, toujours, évidemment, qui doit survivre, qui se bat contre des gangs, et qui va tomber sur une sorte, c'est pas une ville, mais une micro-ville, où il y a des personnes qui possèdent notamment de l'essence. Et donc, lui, il va vouloir voler cette essence. Et puis, finalement, il va se lier entre gros guillemets, hein, d'amitié avec ces gens-là, et il va les défendre face à un autre gang, qui eux, pour le coup, sont pas du tout sympathiques, parce que les gens de cette micro-ville sont plutôt sympathiques, mais alors l'autre gang, pas du tout, qui est géré par un certain Humungus, et eux, ils veulent aussi l'essence, sauf que eux, ils sont pas comme Max, quoi, ils sont pas diplomates, quoi, vraiment, eux, ils veulent attaquer. You want to get out of here? You talk to me. Et donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce Mad Max 2, mon cher Kintao? D'abord, c'est une très bonne suite, hein, pour revenir à ce que je disais avant, mais c'est vrai que c'est rare où tu as un film où le deuxième, et bien souvent, ça a tendance à descendre, voilà, souvent dans les trilogies, les anciennes trilogies des années 70, 80, 90, comme Jurassic Park, mais ça, c'est pas la question. Oh, j'aime bien le 2. Non, mais il y en a qui n'aiment pas le 3. Ah, mais le 3, oui, non, Voilà, le 3, voilà, mais bon. c'est pas possible, le 3. Ouais. En tous les cas, le 2, moi j'ai trouvé que c'était une bonne suite. Moi j'étais pris déjà par le premier, donc le mécanisme a bien fonctionné sur moi. Et non, c'est vrai que c'est vraiment intéressant en fait de se dire que George Miller a fait le deuxième. Et en même temps, je retrouve du George Miller, et en même temps, on sent qu'il a encore plus mûri son projet. Tu vois. Je sens que le deuxième, il va plus loin. Je disais à un moment donné que je t'ai dit que le 1 me faisait penser un petit peu côté pulp, mais parce que j'avais pas vu le 2 en fait. mais en fait, voilà, parce que le film était moins de 16, le 1. Mais moi, je trouve que c'est génial. Je dis génial alors que j'ai mis la même note que pour le 1, j'ai mis 4 sur 5, 8 sur 10. Oui, mais ça t'empêche pas de le trouver peut-être plus abouti, plus mature, comme tu l'as dit. Ouais, et c'est toujours un film qui s'inscrit dans le temps. Moi, j'ai beaucoup apprécié
Donc du coup le passage, bah, c'est même pas un passage parce que c'est dans le film vraiment, ça suit un moment son ami qui rencontre celui avec l'espèce Avec de l'aéronef, l'aéronef, ouais, le passage de la longue vue. ouais, de la longue vue et puis ce massage, lapsus, On va le laisser, magie du réel. ce passage est très Particulier parce qu'il y a un humour noir. Qui fait face à un humour qui est pas du tout bah non, très pas agréable. un humour même. C'est pas un humour quoi, c'est quelque chose d'horrible, d'atroce. Donc voilà, mais c'est vrai que ce moment-là fait que oui, il y a un peu de légèreté, mais ça reste quand même dans un propos très marqué. On y va. Très dur, très affreux par moments. Très marquant, ouais. Et bah écoute, je suis assez d'accord avec toi sur ce Mad Max 2. Moi, je le préfère au premier. Parce que pour le coup, là, en termes d'histoire, en termes de rythme, je suis beaucoup plus pris. Comme tu l'as dit, on sent que George Miller a encore plus mûri son projet. Et puis même visuellement, le film est absolument dingue. Il est mais vraiment magnifique, quoi. Et cet univers post-apocalyptique, déjà, on y croyait dans le premier opus. Là, on y croit encore plus. C'est vraiment à ce moment-là qu'on va avoir notamment les costumes très particuliers de certains personnages. Pour le coup, j'y vois plus quelque chose de pulp dans celui-là que dans le premier opus. Et surtout, moi, je suis vraiment touché par la poésie qu'amène George Miller, avec notamment toute cette intrigue avec le petit gamin et la boîte à musique. La boîte à musique, d'ailleurs, qu'on voit en easter egg dans Mad Max Fury Road. Ça, je sais pas si tu le savais. J'ai pas fait attention. Ouais, bah, mais quand j'irai le regarder à nouveau, je ferai peut-être plus attention. Et donc, voilà, Mad Max 2, je suis très pris dedans, et puis je suis très pris par les méchants aussi, qui ont une vraie gueule, notamment, pas forcément le méchant principal, mais le second du méchant. Je vous invite à voir le film en VO, pour le coup, parce que ce second-là, il a une voix rauque, ténébreuse, mais très particulière, comme j'en ai rarement entendu, et vraiment par moments, encore maintenant, il me fait peur, tu vois. Il est très menaçant. Et donc voilà, Mad Max 2, je surkiffe. Pour moi, c'est pratiquement un chef-d'œuvre. C'est le meilleur de la trilogie originale, en tout cas. Ok. Et on a oublié de le dire, mais les scènes d'action de Mad Max 1 comme les scènes d'action de Mad Max 2 sont époustouflantes. Il y a vraiment, en termes de cadrage, en termes de montage, quelque chose de très impressionnant pour l'époque. Et maintenant, nous allons passer à Mad Max 3, le mal-aimé Mad Max 3. Est-ce qu'on va le réhabiliter ou pas? Vous allez le savoir. Mad Max 3 qui est sorti en 84, il me semble, ou 85. Il est sorti 4 ans après le 2, donc 85. Il est toujours réalisé par George Miller. Alors, il n'est pas seulement réalisé par George Miller, il a été accompagné pour celui-ci. D'ailleurs, il s'est passé des choses assez tragiques sur le tournage. Et donc, il a été accompagné par un autre George Ogilvy. Je ne sais pas comment on prononce son prénom. Ogilvy peut-être, ou Ogilvy. Et cet opus, donc, dure 1h47. Oui. Le premier dure 1h25, le deuxième dure 1h37, le troisième dure 1h47. Plus on avance, plus les Mad Max durent longtemps. Oui. Ce qui est assez... On en parlait en off, mais tu me disais ça a peut-être un sens. Oui, peut-être une signification, on sait pas. Et donc, Mad Max 3, ça nous raconte l'histoire de Max qui survit, qui se bat contre des gangs, et qui arrive... avant, il se fait voler, en fait, son moyen d'avancer. De locomotion. De locomotion, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et il se le fait voler en plus par son pote du 2, le gars qui était en aéronef. Et il va suivre les traces de son pote, il va arriver dans une ville qui s'appelle Trocopolive. Non, pas Olive. Qu'est-ce que je raconte? La magie du réel, on le laisse. Trocopolis. Ou Trocopoville. Bon, je sais plus. Troco quelque chose. Troco quelque chose. Et là, il va rencontrer Tina Turner, qui va lui confier une mission à résoudre dans les bas-fonds de cette ville. Ça va pas trop se passer comme prévu, donc il va être banni de cette ville. En plus, il va pas récupérer donc son moyen de locomotion, il va être banni de cette ville, et puis il va tomber sur des enfants qui ont survécu à un crash d'avion, et il va avoir une nouvelle quête avec ses enfants. Voilà, on n'en dit pas plus. C'est probablement d'ailleurs l'opus où il se passe le plus de choses. C'est un scénario qui est très fourni, mais c'est également un opus qui est vraiment mal aimé, quoi. Les gens l'aiment pas beaucoup. Who's the bunny? Who run Bartertown? Master Blaster runs Bartertown.
Et donc, toi, qu'est-ce que tu penses de ce troisième opus, Mad Max 3, au-delà du dôme du tonnerre? Le titre est absolument Oui, fou. bien sûr, le titre est super et en anglais encore plus. Non, ce que je voulais revenir, c'est le côté chaotique. Et je vais faire une petite aparté en parlant de ça. Et c'est un intervenant de notre école qui comprendra ce que je veux dire par là, qui nous l'a raconté. Et je vais raconter, c'est important pour savoir l'histoire un peu de comment s'est déroulé Mad Max 3. C'est qu'il a été donc co-réalisé avec un autre George, parce que George Miller, vers la fin, en tout cas quand il a fait le 3, il n'avait pas le cœur à l'ouvrage de poursuivre. Et c'est une autre personne qui a fait, qui a continué la réalisation Il de n'avait celui-là. pas le cœur à l'ouvrage de poursuivre parce que c'est son ami, je crois, qui est décédé dans il y a eu quelque un chose, crash. Il y a eu quelque chose de très grave. Son ami ou son frère Et quelqu'un qui était très proche. Ouais. En tous les cas, il n'a pas eu le cœur à l'ouvrage. Et donc c'est l'autre George qui a continué. Et ça se sent dans un passage. Peut-être, on pense que c'est ça avec notre intervenant. Donc voilà, mais en tous les cas, moi, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce 3? Et ben, il est un peu mal aimé à tort. Même si j'ai mis une note en dessous qui est de 3,5 sur 5, 7 sur 10. Donc un demi-point en dessous des deux premiers. Ou un point de la version sur 10. En fait, je me suis rendu compte en regardant le 3, et j'ai compris pourquoi on l'aimait pas. Moi, ce que j'ai adoré tout de suite, c'était les 15 premières minutes. Les 15 premières minutes sont incroyables. Ça va très très bien. Quand il arrive dans Trocopoville ou Trocqueville, où on ne sait pas comment l'appeler. Tout ce chemin pour y arriver, les 15 minutes sont, je trouve, géniales. Voilà. Après, il y a un moment donné, c'est pas forcément à partir de Tina Turner où j'ai du mal, c'est à un autre moment. Qui peut être réalisé par l'autre George, avec des enfants. Et toi, tu en parleras sur le mythe de... C'est après tout le passage avec Tina Turner. Dans Trocopoville, Trocqueville, bon, on va arrêter cette vanne, mais bref, c'est quand il est chassé de cette ville, quoi. Ouais, et parce que je trouve ce côté-là très enfantin, très... Je trouve que ça n'a pas sa place dans un univers Mad Max. Là, ça n'a pas sa place... qui aurait pu avoir cette place-là dans un Indiana Jones, parce que je l'ai dit dans ma critique de Letterboxd, il y a un côté qui me ramène à Indiana Jones. Sauf que tout le monde n'est pas Spielberg pour mettre des choses comme ça. C'est pas une attaque, mais c'est juste pour dire que des fois, il y a des films où des gens savent très bien le faire, et là, je trouve que ça n'a pas sa place dedans. Que c'est pas si bien fait, quoi. C'est pas si bien amené en fin de compte, et ces enfants là sont très sympathiques, il n'y a pas de souci, ils ne m'énervent pas comme peut-être certains enfants ou dans certains films où ça peut être compliqué. Là c'est pas le cas, mais par contre ce passage avec ces enfants là, tu parleras évidemment de ce mythe de Peter Pan, très bien retravaillé tout ça, moi m'a pas forcément décroché. Mais j'ai dit bon, ok. T'es juste resté en dehors. Moi, je redis en dehors des sentiers battus. Et puis, j'ai continué à côté. Voilà. Et puis après, je suis revenu sur la route. Et là, j'ai foncé. Et là, voilà. Et je suis un peu Max, en fait. Je suis la doublure de Max. Et en fait, je trouve que c'est une bonne suite. C'est une bonne suite au 1 et au 2. Je comprends pourquoi, s'il est mal aimé, je comprends pourquoi. Mais je trouve qu'on en fait un peu trop des caisses à mon sens. Parce qu'il y a des très bonnes choses dedans. Tu dis, il y a un très bon scénario très bien rempli, très bien construit. Et je trouve que c'est une trilogie qui tient la route. Et qui tient la route, lol. Oui, qui tient la route. J'aurais pas pu dire ça pour Indiana Jones. Mais Indiana Jones, j'ai préféré la trilogie. Voilà. T'as préféré la trilogie Indiana Jones à la trilogie Mad Max, que t'as trouvé plus tenue, la trilogie Indiana Jones. Ouais, elle est beaucoup plus cohérente. Et honnête sur le papier. Mais en même temps, Mad Max, c'est fait par un gars qui, encore maintenant, est en ébullition d'idées, quoi. Il a toujours des idées absolument folles, et il arrive toujours à les mettre en œuvre. Et il fait toujours, à chaque fois, un opus extrêmement différent. Donc moi, ce Mad Max 3, je le trouve mal aimé pour pas grand-chose. Parce que, je suis d'accord avec toi, les 15 premières minutes, notamment avec ce côté Laurence d'Arabie, est super intéressant et super beau. Mad Max 3, d'ailleurs, hot take, on va peut-être pas être d'accord avec moi, j'ai bégayé, excusez-moi. Je trouve que c'est le plus beau des trois. Mad Max 3, visuellement, je trouve que c'est le plus beau des trois. Mais sinon, j'aime beaucoup cette partie dans la ville, voilà, on va dire la ville maintenant. J'aime beaucoup le personnage de Tina Turner. Et puis moi, j'aime beaucoup ce passage, du coup, où il rencontre les enfants, où il va démarrer une quête avec ses enfants, parce que pour moi, c'est une relecture du mythe de Peter Pan avec les enfants perdus. Alors certes, c'est très innocent. Je peux comprendre que des personnes, comme toi d'ailleurs, ou d'autres personnes, trouvent que ça n'a pas sa place dans un Mad Max, que c'est trop enfantin, trop gentillet. Mais en fait, moi, ça
amène pour moi une certaine dose de poésie que n'avaient pas les précédents opus. Il y avait un petit peu de poésie dans le deuxième, avec le gamin et la boîte à musique, mais c'était parsemé comme ça dans le récit. Là, t'as toute une partie du récit qui est très poétique, où t'as l'impression limite d'être dans Hook, tu vois, notamment le Hook de Spielberg. Moi, ça m'a beaucoup rappelé le Hook de Spielberg, et ça a déplu à pas mal de gens. Moi, ça m'a plu. Je trouvais que l'univers de Mad Max se réinventait. Alors oui, c'est pas très finaux, oui, c'est très innocent, mais il y a beaucoup de poésie, notamment dans la musique de Mad Max 3, qui est pour moi la meilleure musique de la trilogie. D'ailleurs, la musique de Mad Max 1, de Mad Max 2, conduite par Brian May, est extraordinaire également. Mais celle du 3, vraiment, je l'adore. Et puis, comme j'ai dit, je trouve que c'est le plus beau, c'est celui qui a les visuels les plus hallucinés de la trilogie. Et même à la fin, quand il rend hommage avec cette course-poursuite du train au western, c'est intéressant. Après, il y a quand même des défauts, notamment beaucoup d'humour qui pour moi n'a pas du tout sa place ici, qui a beaucoup plus sa place dans un Indiana Jones. Et puis il y a un méchant aussi qui a une sorte de masque accroché derrière lui que je n'aime pas du tout. Je trouve ce personnage vraiment très peu intéressant, et en plus ils te font croire qu'il meurt toutes les 5 minutes et en fait il est pas mort. Je trouve ça redondant, quoi. J'ai pas envie d'avoir l'impression d'être devant les Looney Tunes quand je regarde Mad Max, et là j'avais vraiment l'impression. Ce qui fait que ça fait de ce volet le moins bien de la trilogie, mais je le trouve quand même très sympathique. Et maintenant, on va passer à Mad Max Fury Road. J'ai oublié un truc ? Non, c'est moi, j'ai oublié de dire que je préférais Max dans le troisième. Je trouvais... Tu parlais de politique. C'est là qu'il est le plus humain, en fait. Ouais, c'est là où il était le plus humain. Mais voilà, dans tous les cas, j'ai bien aimé le 3. Et c'est vrai que tu parles de ce personnage-là. À un moment donné, une fois, deux fois, trois fois... Oui, le personnage du méchant. Voilà, déjà que Max, il est increvable. Alors si l'autre, il doit être increvable, c'est un peu... Voilà. Mais donc voilà, Mad Max 1, 2 et 3... Mad Max le défi, Mad Max au-delà du dôme du tonnerre. Et bah c'est une bonne trilogie. C'est une trilogie qui se tient encore très bien. J'ai envie de dire encore très bien, parce que la trilogie aurait pu vieillir. J'ai parlé un peu du fait que le 1 avait vieilli sur certains points, mais les autres, pas du tout, quoi. Même en termes d'effets spéciaux. C'est absolument dingue encore maintenant. Donc c'est une trilogie que j'ai revue avec grand plaisir, que je reverrai encore avec grand plaisir. Une trilogie très métal hurlant. Voilà, on parlera peut-être un peu plus de métal hurlant quand on parlera de Furiosa. C'est d'ailleurs l'un de nos collègues à 3IS, un collègue réalisateur qui a vu Furiosa, et il m'a dit mais moi j'ai adoré parce que j'avais vraiment l'impression de voir des planches de métal hurlant. Et maintenant on va passer à Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road qui est sorti bien longtemps après Mad Max 3, qui est sorti en 2015, et alors là, Mad Max Fury Road est quand même considéré par beaucoup de gens comme le meilleur film d'action de la dernière décennie. Ah mais carrément. T'étais au courant ? Oui, je suis au courant. Et d'ailleurs, sent... excuse-moi, je te coupe. Oui, Mad Max Fury Road, qu'est-ce que ça raconte ? Très brièvement, ça raconte l'histoire de Max qui survit. Voilà, à chaque fois, c'est le même début de résumé. Et puis il va tomber malencontreusement, enfin, on va plutôt l'attaquer et le kidnapper pour l'emmener dans une citadelle gérée par Immortan Joe, interprété par le même acteur que le méchant du premier film. Et il va réussir à s'échapper de cette citadelle avec un personnage, Furiosa. As the world fell, each of us in our own way was broken. It was hard to know who was more crazy. Donc Mad Max, cette fois-ci, est interprété par Tom Hardy. Furiosa, nouveau personnage dans la saga, est interprété par Charlize Theron. D'ailleurs, apparemment, sur le tournage, ça s'est pas du tout bien passé entre eux. Et le film, les gens le résument souvent grossièrement à c'est un aller-retour dans le désert avec plein de scènes d'action au milieu. Ce qui est un peu vrai, mais pas totalement, parce que dans son fond, il y a beaucoup de choses qui sont racontées, il y a un côté extrêmement féministe, c'est le film, concernant les ressources qu'il faut dans cet univers, qui est le plus intéressant, parce que vraiment, tu te rends compte en regardant ce film que toutes les personnes qui détiennent les ressources indispensables pour survivre dans cet univers, c'est les femmes. Donc il y a vraiment un propos extrêmement féministe, et puis ça raconte beaucoup de choses aussi sur le personnage de Max, le personnage de Furiosa, leur relation entre eux, en termes de scènes d'action, c'est absolument dingue, en termes d'étalonnage, c'est absolument dingue, en termes de mise en scène, de montage, bref, c'est l'un de mes films préférés, je lui mets 10 sur 10, c'est le meilleur film Mad Max pour moi, et je me rends compte que j'ai donné mon avis avant toi, je suis vraiment désolé. Non, il n'y a pas de souci.
pour faire le lien entre la trilogie, on sent encore plus la maturité de George Miller. Déjà dans le troisième, c'était bien mûri, toujours les idées en forte ébullition. Et là, dans ce Fury Road, que j'ai beaucoup adoré, et je l'ai résumé tout bêtement par la meilleure photographie, le meilleur montage, que demander de plus. Ouais. Sachant que c'est sa femme qui monte Mad Max Fury Road. Et qui monte Furiosa aussi. Oui, elle monte Furiosa. Margaret Ixel, superbe monteuse d'ailleurs. C'est vraiment incroyable cette histoire-là, de cette monteuse-là, pour faire le petit lien. Parce qu'elle s'est battue avec les studios, parce que les studios voulaient pas qu'elle sorte ce film, qu'il sorte tout l'ensemble, sortir ce film comme ça. Il aurait pas dû être comme ça, ce film de base. Et elle s'est battue par rapport au studio pour avoir un film qui, comme on le connaît aujourd'hui, dans cette version-là. Donc c'est vraiment fort. Comme quoi... Gros respect à elle. Voilà, c'est pour ça, comme dans le film, dans la vraie vie, c'est une femme qui a sauvé le... Voilà. Bah oui. Mais George Miller est un grand féministe. Oui. J'ai pas dit gros, grand féministe. Non mais il faut faire attention avec les mots. George Miller est un grand féministe pour moi, mais vraiment. Ouais, un grand féministe. Et on le voit aussi dans Furiosa. Mais pour revenir sur Mad Max Fury Road movie, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Je vais juste vous dire que la photo a été faite par un super gars qui a 88 ans aujourd'hui, qui s'appelle John Seale. Il avait 78 ans à l'époque, puisque le film a bientôt 10 ans. Quoi. Ça ne rajeunit pas. Hein. Il a fait la photo de Rain Man de Barry Levinson, sorti en 88, qui a failli avoir... qui a eu, je crois, ex aequo, le meilleur Oscar du meilleur montage avec Missy Burning de... Mais c'est pas possible d'avoir ex aequo aux Oscars. Bah, cette année-là, en fait, c'est à peu près pareil. Et entre Missy Burning et Alan Parker... sûr de ton info, là ? Oui, j'ai vérifié. Ils ont tous les deux eu le même Oscar. Bah, en fait, c'est-à-dire qu'ils étaient ex aequo, mais c'est quand même Missy... Non, Rain Man qui l'a eu. Ah, ouais. Donc voilà, ils ont pas eu tous les deux l'Oscar. C'était ex aequo. Dans l'idée même, c'était ex aequo. Bon, si on tape sur Internet, il y a un des deux films. Oui, il y en a ça. Je crois que le monteur s'appelle Stu Linder pour Rain Man. Mais en tous les cas, j'ai beaucoup aimé l'image de John Seale. J'ai beaucoup aimé le montage de Margaret Ixel, qui a aussi fait du coup dans Furiosa, mais qui a été accompagné de quelqu'un d'autre. Je pense que c'est pour les côtés peut-être plus numériques, j'en sais rien, mais en tous les cas, c'est vachement bien fait. Pour le coup, là, on spécule, on sait pas trop. Non, on spécule, mais en tout cas, il y a plus de numérique que... Ah bah dans Furiosa, on en parlera plus tard, mais en tous les cas, ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Je vous dis directement ma note, comme ça, moi, vous êtes fixés. 4,5 sur 5, 9 sur 10. Alors, on n'attend pas le 10 sur 10, mais pourquoi ? Tout bêtement, parce que je suis très féministe aussi, à ma façon, à ma sauce. Et du coup, non, il y a des moments où je me dis, bon, ça me gêne pas qu'il y ait des femmes qui meurent dans les films, mais des fois je me dis, c'est un peu comme ton idée de, le mec il revient, il est méchant, il meurt, il revient, il meurt, il revient. Bah là, il y a des femmes qui meurent et des fois je me dis, peut-être t'en as tué 8, tu aurais pu en tuer que 5, tu vois. Oui. Je trouve des fois il y en a un peu trop, tu vois. Et, ça te fait mal de voir des femmes mourir dans les films, quoi. Ouais, ben, c'est-à-dire qu'il y en a certaines. En plus, il y a un moment, je vais pas spoiler, mais il y a un moment donné où c'est un peu la préférée, voilà. Et donc, du coup, voilà. Mais il y a d'autres moments aussi. Bah, c'est des morts extrêmement tragiques, quoi. Ouais, et surtout que c'est pas que des jeunes, en fait. Il y a aussi des morts de personnes beaucoup plus âgées que j'ai beaucoup aimé quand j'ai vu Fury Road. Ah oui, ouais, je m'en souviens de ce personnage, la grand-mère, incroyable. D'ailleurs, j'arrive toujours pas à me remettre de me dire, mais qu'est-ce qu'elle a eu, tu vois. Et je trouve que voilà. Et puis les méchants, en fait, comment ça s'appelle ces personnages qui sont blancs, machin, avec les Warboys. Les Warboys, ouais, oui, les Warboys. Oui, parce qu'on a oublié de le dire. Oui. Ce Max-là présentait une énorme nouvelle partie de l'univers extrêmement dense dans cette citadelle avec Immortan Joe, avec ses Warboys. Il y a aussi tout un propos sur les sectes, sur le terrorisme, sur le fait de faire des actes qui ne sont pas cautionnable, mais sauf que t'es tellement enrôlé dans ta secte que tu dis si je fais ça, je vais aller au paradis. C'est sorti à un moment en plus où c'était très tendu dans le monde par rapport à ces questions-là. Donc c'était un film qui était extrêmement couillu là-dessus, tu vois. Et extrêmement fascinant. Mais très bien amené et je trouve même, mais ça revient dans le Furiosa en fait, je me rends compte que ces Warboys en fait, je les aime beaucoup en fait, étrangement. Bah surtout Oui, non mais dans le Furiosa, je les aime beaucoup en fait. Et dans le Fury Road, il y en a un qui est génial, bien sûr. Parce que les autres dans Fury Road, ils sont pas très attachants. Non, ils sont pas attachants. Après, c'est toujours pareil, quoi, l'espèce de témoin, et après, voilà. Quand vous connaissez le truc, ben, vous le savez. Mais en tous les cas, évidemment, c'est la mort de ce personnage-là qui est vachement, voilà, qui est le seul, voilà. Mais il y a un moment qui m'a beaucoup marqué dans Fury Road, c'est le moment où il découvre les femmes. On va pas dire de quel personnage tu parlais, parce que ça pouvait être un spoil. Non. Les gens, ils sauront pas de qui tu parles. Non, mais là, c'est les femmes.
Et c'est là où on découvre vraiment Charlize Theron, parce qu'en fait on la découvre Furiosa, Imperator Furiosa, et on la découvre beaucoup plus près en fait. Si on la voit partir au début, mais dans ce moment-là de ce film-là où il y a Tom Hardy qui arrive et tout ça, et je trouve ça vachement. Il y a des moments d'humour que j'ai pas retrouvé dans Furiosa, j'en parlerai après, mais que j'ai beaucoup aimé dans Fury Road, dans les moments où il y a de l'action, voilà, et surtout. Il y a pas mal d'humour entre le personnage de Furiosa et Tom Hardy. Ouais, de. Voilà. Non, c'est résumé bien comme il faut par le son. Mais en tous les cas, oui, ce moment-là est vraiment. Et ça m'a fait marrer tellement, ça m'a fait rigoler que j'ai Du coup, j'ai toujours pas compris de quel moment tu parlais. C'est juste fait. C'est le moment où il est attaché avec l'autre et il rencontre les nanas, les femmes. Ah oui, d'accord. Quand il est attaché avec le Warboy et qu'il n'arrive pas à s'en débarrasser, et qu'il est en mode ah, ok, d'accord. Voilà, et au début, ça fait un peu un truc sexy, tu vois, leur corps, l'eau d'ailleurs qui est voilà très important, c'est les femmes, mais c'est surtout après en fait, et j'ai dû remettre le moment parce que ça me faisait très marrant. Je me dis mais non, c'est pas possible quoi, comment ça, et le montage est génial sur ça. Non mais justement, c'est très intéressant ce que tu as dit, le moment où tu découvres ces femmes et la façon dont c'est filmé aussi, où tu te dis ça fait un truc un peu sexy, et là tu te dis c'est un peu bas de plafond quand même de faire ça, George, et au final il te dit ah non mais en fait ce truc là je l'ai fait pour ensuite défoncer cette image sexy qu'il y a dans plusieurs autres blockbusters des femmes, pour montrer que c'est des femmes fortes en fait, et l'autre, tu sais quoi, elles vont s'en servir pour cogner les mecs, pour les défoncer avec et tout, donc c'est très intéressant, tu vois. Et d'ailleurs, Charlize Theron, incroyable. Oui, elle est très 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 bien dans le film, elle joue très bien. Incroyable, limite, je la préfère à Anya Taylor-Joy. Mais d'ailleurs, voilà. Est-ce qu'on passerait pas à Furiosa, A Mad Max Saga, qui est sorti il y a bientôt une semaine, on l'a vu le jour de sa sortie. Je peux vous dire que le film était quand même assez attendu, puisqu'on y allait avec plein de gens de notre école, et on était, comme pour Challengers, on était pas loin d'être 20, quoi. On a pris 2 rangées. Presque, ouais. Et donc, Furiosa, A Mad Max Saga. C'est un film sorti en 2024, c'est un film qui dure 2h30, c'est le plus long film de la saga Mad Max. C'est un film qui a la particularité de ne pas être sur Max. Oui. Voilà, c'est centré sur Furiosa. C'est un préquel. C'est un préquel, ouais. Charlize Theron ne revient pas. Cette fois-ci, c'est Anya Taylor-Joy qui va camper le rôle de Furiosa. On va aussi avoir Chris Hemsworth dans le rôle de Dementus, qui est un nouveau méchant dans l'univers de Mad Max. Mais il va y avoir également le retour d'Immortan Joe. Mais bon, on va pas non plus trop en dire. Mais qu'est-ce que ça nous raconte, Furiosa ? Ça nous raconte tout simplement la jeunesse très dramatique. Chaotique même. Ouais, et puis le début de l'âge adulte très dramatique et chaotique de Furiosa, qui s'est fait enlever en début de film de sa famille, de la Terre Verte. La Terre Verte, on en parle dans Mad Max Fury Road, et là on a un bref aperçu au début du film de la Terre Verte, mais on n'en dit pas plus. En tout cas, c'est super intéressant, ça étend bien l'univers. Donc elle se fait enlever par le gang de Dementus, elle va passer beaucoup de temps avec eux, et puis elle va finir par être dans la citadelle gérée par Immortan Joe, et elle va vraiment vouloir à Dementus de l'avoir enlevé et d'avoir fait d'autres choses absolument horribles en rapport avec sa famille. Et donc elle va essayer de le retrouver pour se venger. Voilà, globalement c'est ça l'histoire de Furiosa, A Mad Max Saga. It's time to take what's rightfully ours. Ready, steady, go! Where are you going? So full of hope. There is no hope. Et c'est un sacré morceau. C'est un film que je pensais assez facile à appréhender en regardant les trailers. Et finalement, quand on l'a vu, on se dit ah ouais, ok, c'est pas du tout ce que je pensais que ça allait être. Déjà parce que contrairement à Fury Road, qui avait déjà une utilisation du numérique, mais ça allait encore. Il y avait beaucoup de choses qui étaient faites en vrai. Là, il y a encore des choses qui sont faites en vrai, mais il y a quand même une surutilisation à balle du numérique. Mais est-ce mauvais ? On en parlera un petit peu après. En attendant, on va d'abord donner notre avis général, ensuite on va parler du scénario, puis de la mise en scène, puis des acteurs et actrices, puis de la musique.
On a switché d'abord, on parlait de la mise en scène dans Hiroshima, puis du scénario. C'est notre référent qui a écouté notre podcast, il nous a dit, les gars, ce serait peut-être mieux que vous parliez d'abord du scénario, puis de la mise en scène, donc on va faire ça. Et donc, mon cher King Tao, qu'est-ce que t'as pensé de Furiosa, A Mad Max Saga? J'ai plein de choses à dire. J'ai l'impression qu'en fait, le film avec Furiosa, c'est un déménagement, en fait. Elle fait que quitter des endroits à chaque fois, elle revient, elle repart, elle revient, elle repart, mais elle pose pas ses bagages, en fait, elle reste pas. Et non, je trouve même que... Dans son histoire, en fait, je le mettrais dans ce film dans une catégorie qu'on met souvent, on peut mettre dans des films d'horreur qui s'appelle Rape and Revenge, une revanche par rapport à ce qu'il y a eu, sur elle, forcément. Mais autour d'elle. Donc c'est vraiment ce côté-là de revanche, de vengeance. Et je trouve que c'est vachement bien amené, sachant que vachement bien traité, ouais. Bien traité, sachant que le film, on nous l'a dit. Moi, j'en ai entendu parler aussi de mon côté. On m'a dit, voilà, tu verras, c'est un mélange de Fury Road, de 3000 ans à t'attendre. Oui, son précédent film. Voilà. C'est le précédent film de George Miller. Et en même temps, on m'a dit aussi, c'est un peu cette continuité aussi, même si c'est pas le même directeur photo, voilà, c'est toujours la même monteuse. Le directeur photo de Furiosa n'est pas le même que celui de Fury Road. Ouais. Probablement parce que celui de Fury Road est extrêmement vieux aussi. Il a 88 ans. Je sais pas si à cet âge-là, il gère encore très bien la photographie. J'en sais rien pour le coup. Oui. Mais en tout cas, il est allé chercher un directeur photo pour le numérique, dont je ne me souviens plus le prénom. Je vais aller le chercher pendant que tu argumentes. Oui, bien sûr. Mais qui est très habitué au numérique parce qu'il a notamment bossé sur Die Hard 4 qui était très très numérique. On pense ce qu'on veut de Die Hard 4. Mais voilà, c'était très numérique. Mais oui, ils ont bien fait de prendre quelqu'un qui est comme spécialiste dans le domaine. En tout cas, moi je sais que quand je suis allé le voir, tout de suite, la première impression quand j'ai vu le début, c'était le même début que pour Fury Road. Et d'ailleurs, le tout début, tu parles de l'apparition des marques et de l'apparition de l'image en noir et blanc des arbres qui se font secouer par la bombe atomique. Et d'ailleurs, dans le petit podcast que tu as fait hier, à un moment donné, tu me demandes de venir et à un moment, fait vroom vroom vroom. Parce que c'était vraiment dans ça en fait, avec le logo Warner Bros, tout vieux, tout crasseux, tout voilà. Et, c'est bon, j'ai le nom du directeur photo, c'est Simon Dugan. Simon Dugan, ah oui, Simon Dugan, ouais. Non, mais c'est vrai que j'étais beaucoup marqué par ce début-là. Je me dis ah ouais, c'est vraiment ça promet du lourd. Ouais, tu te dis, est-ce que tu t'es dit ça va être comme Fury Road à ce moment-là? Non, je pense pas. Je pense pas, surtout que après, avec le temps et ce qu'on m'a dit aussi, tu verras, il y a 3 grosses scènes d'action, parce que c'est pas vraiment un film d'action de base. Ouais, on va en parler un petit peu plus tard. Et on m'a rappelé d'un midpoint au milieu, et je trouve, je vais vous dire sincèrement, c'est pas mon film préféré, c'est Fury Road qui passe au-dessus. Il est à 4 sur 5, 8 sur 10. Mais... Furiosa est à 4 sur 5, 8 sur 10. Et Fury Road est à 4,5 sur 5 9 sur 10. 9 sur 10. Mais... il n'y a pas de ventre mou et en fait c'est assez intéressant parce que je vous ai dit que j'aimais pas trop les films qui durent trop longtemps. Ouais, là c'est quand même 2h30. Et 2h30. C'est même plus, je crois. Ouais, non, 2h. Ah non, 2h28. Bah, je trouve que le film il a pas duré si longtemps que ça et ça m'a fait la même impression qu'un autre film que j'avais vu quand j'étais chez moi à l'époque qui s'appelle Zodiac de Fincher. Il durait 2h30 et j'ai pas trouvé qu'il allait durer 2h30 pour moi. J'ai pas vu Zodiac. Donc c'est vrai, voilà. Oui, je sais que tu l'as pas vu parce que sans critique j'ai mis une note et j'étais très déçu. T'as pas vu ma note du coup parce que j'ai pas vu. Bah oui, bah c'est pour ça. Mais après tu peux me dire aussi que tu vas voir des films. Et donc juste petite précision sur le directeur photo, après on arrêtera avec lui. Il a bossé effectivement sur des autres films extrêmement numériques comme Cat's Magnifique j'ai plus son prénom, mince, le réalisateur d'Elvis, Baz Luhrmann. Il a bossé sur l'ignoble suite 300 la naissance d'un empire. Mais bon, de Zack. Non, c'est pas de Zack Snyder. Oui, c'est vrai, c'est pas de Zack, c'est le 1. Mais c'est quand même très numérique. Il a bossé sur Tu ne tueras point, sur Warcraft, sur The Exorcism qui va sortir bientôt avec notre cher Russell Crowe, qui arrête pas de faire des films exorcistes oui, c'est vrai. En ce moment, c'est très bizarre. Mais donc voilà, c'est un directeur photo qui était... très dans le numérique. Qui est toujours très habitué au numérique. Mais donc je te laisse continuer. Mais voilà, en tous les cas, je veux juste faire le lien entre Furiosa Dementus, que j'ai pas forcément accroché. Ah, t'as pas forcément accroché à Dementus? Oui, au personnage Dementus. Ah oui, mais non, à Furiosa aussi, tu m'as dit. Enfin... Non, Furiosa Dementus, qui est joué par Chris Hemsworth, qui joue donc Thor dans le MCU. Voilà, je sais pas, j'accroche pas. Par contre, à leur relation ou à Dementus? Non, Dementus, la relation ça va, mais c'est le personnage en fait. Ok. Mais voilà, en tous les cas, j'ai beaucoup aimé, ça me faisait plaisir de revoir Immortal Joe. Vu comment il a terminé et c'est pas le même acteur que dans Fury Road, sûr. puisque l'acteur est décédé malheureusement. Bien sûr, mais vu comment il a terminé dans Fury Road, et on va pas le dire, mais effectivement, il termine quoi. Mal, il termine mal. Mais pour une bonne raison. Faut dire en même temps, faut pas faire le con quand même. Ouais. Sur la route. Et
Mais par contre, non, j'ai beaucoup aimé Immortal Joe, le revoir. J'étais ému quand même de le revoir parce que même s'il est mort, ça me faisait du bien. Parce que je me disais, ah, je revois quelqu'un que j'aime bien. Enfin, que t'aimes bien. Si, Un non. personnage qui t'intéresse, parce qu'on n'aime pas ce personnage. C'est un personnage absolument cruel, détestable. Ouais, mais dans Furiosa, il est vachement intelligent en fait. Il est plus gentil. Ouais, gentil. Non, mais attends. Il est un peu sournois quand même. Hein, Non, mais excuse-moi. attends, pour rassurer nos auditeurs et nos auditrices, tu n'aimes pas ce personnage. Juste, Non. tu trouves que c'est. Non, mais Enfin, j'ai- tu l'aimes parce que c'est un personnage intéressant. Oui, en fait. Mais genre, t'es pas d'accord avec lui. Non, je suis pas d'accord avec lui. Mais en fait, j'aime bien ce personnage, j'aime bien comment il est traité. Ok. Comment il est amené. Comment il dit, faut écouter ça, je vous écoute pas les autres. C'est mais vrai voilà. qu'il paraît beaucoup plus intelligent dans Furiosa que dans Fury Road. Mais c'est d'ailleurs très cohérent en termes de diégèse, en termes Oui. de temporalité, parce qu'il est plus jeune dans Furiosa. Oui. Alors que dans Fury Road, le mec, Ouais, c'est... il est dans un mauvais état, quoi. Oui, voilà. Il paraît un peu plus con dans Fury Road, il fait beaucoup d'erreurs. Oui. Alors là, dans Furiosa, il est très calculateur, il comprend tout très vite. Donc ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, peut-être il est un peu gâteux dans Fury Road où il est plus vieux. Mais ça m'a fait plaisir parce que les deux seuls personnages que j'ai beaucoup aimés dans celui-là, c'est Furiosa, qui me rappelait Charlize Theron, et Immortal Joe. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Fury Road. Mais après, Avec t'as ces préféré personnages. Charlize Theron en Furiosa que Anya Taylor-Joy en Furiosa. Oui, j'ai préféré. C'est pas une question d'âge parce que j'aime beaucoup par rapport à Challenger où j'ai du mal avec Zendaya. Moi, j'aime beaucoup Anya Taylor-Joy. D'ailleurs, c'est bizarre parce que quand j'étais à l'école, à un moment donné, j'ouvre mon Instagram, je tombe sur quoi? Sur Anya Taylor-Joy. sur le compte d'Anya Taylor-Joy qui a mis des photos d'ailleurs. Si vous voulez aller voir sur Instagram, si vous l'avez, de un moment où elle se bat, tout ça, ou derrière, et puis la photo de tout le groupe. D'ailleurs, je suis juste derrière, mais vous voyez pas. Et donc, Mais j'ai vu un c'est super extrait- bien. J'ai Super vu bien. un extrait, un behind the scene, où avant de tourner une scène d'action, elle est posée comme ça, pépère, elle lit un bouquin, et puis on lui dit bon, on va tourner, elle fait oh, ok, d'accord. Et donc voilà, donc ça c'est ton avis Ouais. global sur Furiosa. Ouais, sur Furiosa et juste sur Anya Taylor-Joy, dans ces photos, il y a une photo où elle est grimée, elle est super, tout ça. Je me dis waouh, c'est génial quoi. Elle fait super bien le Anya personnage. Taylor-Joy qui a d'ailleurs joué dans La Sight Emma. in Soho, Emma. dans Emma, dans La Sight in Soho, dans The Northman, dans The Witch. On dit tous les films dans le désordre. Bref, elle a joué dans plein de bons films. Et les nouveaux mutants. Ah oui, non, ça, ouais, bon, allez. Bon, après, c'est pas dégueu non plus. Bon, Ah bref. si, c'est dégueulasse. Ah, moi je déteste ce film. Ok, bon, on va pas parler de New Mutants. Mais en tous les cas, ouais, préfère Charlize Theron, mais j'ai bien aimé Furiosa. Je veux dire. T'as bien aimé Anya Taylor-Joy? Oui, Anya Taylor-Joy qui joue le rôle de Furiosa. Voilà, mais il y a un moment où je parlerai aussi, mais je te laisse parler d'autres choses. Mais Sachant que là, on est dans une partie sans spoiler, et on fera sûrement à la fin une partie avec spoiler, mais de toute façon, vous serez prévenu, même dans le titre de la vidéo, je pense que ça sera indiqué. Mais donc voilà, ça c'est ton avis global. ouais, sur les personnages de Enfin, Furiosa. sur le film. Oui, et plus les personnages. Et donc, moi, mon avis global, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, je le dis directement. C'est un chef-d'œuvre, c'est absolument incroyable. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais qu'est-ce que j'ai été pris? J'ai eu le smile aux lèvres, mais durant tout le film, dès le premier plan du long métrage, le film m'a conquis. J'en parlerai un petit peu plus tard. Je trouve que en termes de forme, le film est absolument passionnant de bout en bout, que ça soit en termes de mise en scène. George Miller, il a 79 ans, mon pote, et qu'est-ce qu'il a de l'énergie! Il met tarif à tous les jeunes réalisateurs d'Hollywood qui essayent de faire du dynamisme, qui essayent de faire des bonnes scènes d'action, mais qui ne pensent rien à l'avance et qui sont accros à la shaky cam et qui sont accros au fait que ça tremble partout parce que tu comprends, ça tremble et du coup il y a du mouvement et je m'énerve et je deviens ridicule. Mais bref, George Miller met le paquet en termes de mise en scène, que ce soit pour les scènes d'action qui sont beaucoup plus moindres que dans Fury Road, Comme la musique. comme qui la est musique. moindre. Mais il met le paquet également sur toutes les autres scènes, que ce soit des scènes de dialogue, que ce soit des scènes où simplement des personnes marchent. C'est tellement bourré d'idées visuelles, que ce soit au niveau des mouvements de caméra, que ce soit au niveau des effets spéciaux, que ce soit au niveau de la photographie. C'est absolument passionnant. Je ne peux pas croire que ce gars a 79 ans. Vraiment, j'ai l'impression qu'il a 20 piges. Tellement... c'est un sale gosse, mais c'est un sale gosse qui s'amuse et qui gère tellement bien toutes les idées qu'il veut mettre en place, mais également dans le fond de l'histoire. Je trouve que c'est pas loin d'être l'un des films Mad Max les plus passionnants dans sa construction scénaristique, dans sa construction des personnages, parce que Furiosa, c'est un conte. Furiosa, c'est un conte. On a l'impression que c'est un conte... quand on prend ce premier plan,
je spoil juste le premier plan, mais vraiment le tout premier plan. Il y a une personne âgée qui nous conte le début de l'histoire de Furiosa, et il y a un plan sur lui où on le voit dans le désert avec une nuit américaine et des étoiles dans le ciel, et lui il est comme ça, il est courbé, il a une canne, et tout d'un coup il disparaît en fondu, et pour moi c'est vraiment, je vais vous raconter un conte des mille et une nuits, tu vois, et, Comme et 3000 ans à t'attendre. Comme 3000 ans à t'attendre, et je trouve ça très intéressant, dès le premier plan, et après je me dis, vas-y, gère-le bien ce propos. Et alors il le gère tellement, mais tellement bien. Et puis, personnellement, j'aime beaucoup Anya Taylor-Joy, que je trouve être une très bonne actrice. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais je trouve qu'elle a une très bonne filmo actuellement. Je trouve que vraiment, elle se forge une filmographie assez sévère. Je suis tellement content de voir Chris Hemsworth, qui a quitté son rôle de Thor pour avoir probablement le rôle le plus intéressant qu'il a eu depuis ces 10 dernières années, parce que je n'ai pas l'impression de voir Thor. Il y a des gens qui ont dit « Oh, j'ai l'impression de voir Thor ». Moi, je n'ai pas l'impression de voir Thor. Et donc, j'ai beaucoup aimé le développement de Furiosa, j'ai beaucoup aimé le développement de Demontus, que je trouve être un très bon méchant, parce que c'est un clown triste, c'est un pitre. J'ai dit tristreux. Non, c'est triste. C'est un clown tristeux et un pitre. Magie du réel, je me rattrape. Mais qui est passionnant dans ce qu'il raconte et dans le fait que c'est quelqu'un qui est très, il court après l'espoir. Il ne l'a jamais, l'espoir. Il court après l'espoir. Mais vu qu'il ne l'a jamais, eh bien, il y a cette phrase notamment très forte où à un moment, il fait « There is no hope !» Il n'y a pas d'espoir, tu vois. Il le gueule. Et tu sens que c'est... pourrait limite avoir un film sur lui. Parce que il y a tellement de choses de son passé qui restent en suspens, mais la façon dont c'est joué, la façon dont il en parle, c'est quand même super fort, notamment tout ce qui tourne autour de son doudou, parce qu'il a un doudou, le personnage. Et puis, il y a un côté très barbe rousse, c'est un pirate du post-apo, enfin vraiment, j'aime beaucoup ce personnage. Et puis, encore une fois, visuellement, notamment en termes d'effets spéciaux, du numérique, c'est très intéressant. Parce que... Après, on va passer au côté mise en scène. Là, je me rends compte que je suis déjà en train de parler à peu près de tout. Mais le fait qu'il y ait autant d'effets spéciaux numériques et la façon dont ils sont traités est très intéressante. Voilà. Maintenant, on va passer du côté mise en scène, mon cher Quintao. Et je suis essoufflé parce que j'ai tellement de passion pour ce film, les gars et les filles. Vraiment, dis-moi ce que tu penses donc de la mise en scène de Furiosa. The question is, do you have it in you to make it epic? Ah, mais je crois que la mise en scène est particulièrement aboutie. Hein. Je crois non, mais attends, je viens de faire une erreur. Bah oui, je viens de faire une erreur. Il fallait parler du scénario peut-être. Bah voilà, on va le laisser. Encore une fois, magie du réel. Parce que moi j'étais parti sur ça. Bon, je garde ça dans une petite boîte. C'était ma passion qui parlait, je me suis perdu. Donc le scénario, qu'est-ce que t'en penses? Le scénario, c'est une histoire qui est très bien construite. L'autre, je disais aboutie, mais très bien construite. En fait, je trouve pas qu'il y a un poil de gras à couper dedans, même dans le découpage technique. C'est vrai que le film est très bien rythmé. Hein. Après, je vous avouerai qu'il y a un passage que j'ai trouvé un peu longuet. Mais je comprends pourquoi il est là. Est-ce que c'est le passage vers la fin? Oui, c'est le passage vers la fin. Voilà. On va pas en dire plus. Voilà. Mais c'est le dialogue de fin. Oui, c'est le passage avec Dementus et Furiosa, quoi. Ok. Il y a un petit effet un peu Dune à un moment donné, bon, au début. Ah ouais? Bah oui, bon, c'est peut-être dans le spoil, je en parlerai. Ok. Mais c'est pas vraiment un spoil, mais en tous les cas, si ça amène des gens à le voir, allez le voir. Mais non, je trouvais le scénario, l'histoire, la continuité dialoguée est vraiment très, très construit. C'est même vachement... je veux dire, c'est vachement intéressant parce que c'est rare, parce que c'est fait partie des blockbusters quand même. Ah bah c'est un blockbuster, Furiosa, oui. C'est 168 millions de dollars quand même. Oui, non mais les blockbusters, souvent... malheureusement aujourd'hui, ils ont des scénarios un peu classiques ou ils ont des scénarios un peu bon, je le fais, bon après peut-être ça passera et puis on verra au montage. Mais moi j'ai envie de te dire, et mais là, j'y viendrai plus tard, les blockbusters d'aujourd'hui, et c'est surtout en regardant Furiosa que je me suis dit ça, ils n'ont pas d'histoire. Alors que Furiosa, il a une histoire, vraiment. Oui. Une histoire quoi, avec un grand H quoi. Je vais pas jeter. Une histoire qui est chapitrée d'ailleurs, on a oublié de le dire. Oui, je vais en parler, mais c'est vrai que j'ai rien contre Marvel, mais c'est vrai que c'est un cahier des charges, et là c'est pas pareil. Là, il y a vraiment Marvel, un souci du détail sur Plus le temps passe, plus il n'y a plus d'histoire. Tout ce qui fait les récits de Marvel, c'est poser des choses pour la suite. Mais il n'y a plus d'histoire. Ouais. Alors que là,
il s'en fout de poser des choses pour peut-être un prochain Mad Max. Non, il te raconte une histoire. Il t'explique comment se construit une histoire, tu vois. Excuse-moi, je t'interromps. Ouais, et tout dans l'histoire sert à quelque chose. Le plan a un sens. Tout ça, c'est vraiment très réfléchi, très travaillé. Millimétré. Très millimétré. Pas que dans l'action d'ailleurs. Et oui, JB parlait du fait de cette histoire, de chapitres. Oui, parce qu'il y a des chapitres. Et ça m'a fait rappeler, ça m'a fait me repenser à un film qui s'appelle 8 salopards. Voilà, de Quentin Tarantino. Oui, et pas de Quentin Film Dupieux. assez mal aimé de Quentin Oui, il n'est pas de Quentin d'ailleurs. Dupieux, de Quentin du Quentin Durantino. Quentin Tarantino. Ça restera. Magie du réel. Clap. Non, moi j'ai pas trop aimé, mais il y avait une histoire de chapitre aussi. Oui, Voilà. t'as pas trop aimé le 8 salopards. Bah, j'ai moins aimé Ok. que un film que j'avais découvert à l'époque qui s'appelait Inglorious. Non, pas Inglorious Bastard, excuse-moi, je me trompe, c'est Django Unchained. Mais il n'y avait pas des chapitres dans Django aussi? Non, c'est pas les chapitres, c'est que j'ai préféré le film. Ce film-là. Ah, t'as préféré ce oui. Tarantino-là à les 8 Voilà. salopards. Et Ok. 8 salopards, voilà, il y avait des chapitres aussi. Et là, je me dis, oulala, ça se veut être un peu un film d'auteur. Et je dis, en fait, non, en fait, c'est pas vraiment. Ah non, mais auteur. attends, je suis pas d'accord avec toi. Même, enfin, qu'il y ait des chapitres ou pas, Furiosa est un film d'auteur. Oui, non, mais ce que je veux dire, auteur dans le truc, auteur pedant, tu vois, je fais Ah ça. ouais, ok, d'accord. Alors là, je vous prie Furiosa, elle arrive, elle marche, elle ouvre la porte. Oh, quelqu'un là-haut. Oh, je tire. Non, c'est pas Ça veut ça. rien dire ce que tu viens de dire. Oui, non, mais tu vois, c'est ça le côté pédant des films auteur. Oh, Qui la peut être auteur. caricature. Mais non, mais ouais, on va dans le cliché. Mais en tous les cas, non, oui, c'est un film d'auteur travaillé, réfléchi et tout, abouti. Et tu trouves que les chapitrages ont un sens. Oui, parce que c'est des séquences qui sont bien marquées. Et Voilà. qui surtout, c'est normal qu'on les chapitre Oui, comme ça, quoi. c'est normal parce que du coup, on change. Comme en montage, on change. Et punaise, cette partie, je vais juste parler de quelqu'un qui va se reconnaître, qui a adoré ce passage-là, qui part quand même longtemps. C'est dans le moulin à balles. Ah, la façon. Le moulin à balles. Et donc, du coup, c'est un moment où il y a des flammes. Et donc, il doit se reconnaître, ce gars Bah, qui on peut lui ici, faire voilà. une dédicace, surtout qu'il va participer à un de nos épisodes un jour. Oui, bonjour Polylaz, j'espère que tu vas bien. Tu m'entends? Ouais. Donc du coup c'est pour ça. S'il se reconnaît dedans et qu'il voit le podcast, sachant je lui enverrai un petit truc pour qu'il voit, qu'il écoute plutôt. Oui. C'est sur cette partie-là, on peut-être en parler dans le spoil, mais la partie spoil, mais en tout cas c'est une partie avec du Pour ceux où chat et c'est- souris, Ouais, voilà. voilà, dans un moule à balles. Et pour ceux qui ont vu la bande-annonce, il y a un plan qu'adore Paul Lilaz et que nous aussi on adore. C'est le plan où Furiosa, elle est contre une grille et il y a du feu derrière elle. Voilà. Plan extrêmement bien composé. Ouais, mais c'est pas mon plan préféré, mais j'y reviendrai après. Mais je te laisse parler de... Et bah le De la suite, scénario, justement, moi je le trouve parfaitement construit de bout en bout. Je trouve que ces chapitrages ont un sens. Parce que à chaque fois que tu changes de chapitre, tu changes. L'écriture accompagne vachement bien la mise en scène parce que tu changes de style de cinéma. Tu vois? Et donc c'est pour ça que pour moi les chapitrages ont un sens. Et surtout, il y a une façon d'écrire cette histoire qui me passionne. Parce que c'est une histoire qui te parle en même temps de la façon dont tu construis une histoire, dont tu construis un mythe. Est-ce qu'on a assez en nous pour devenir un mythe? Ou est-ce que finalement on va tomber dans l'oubli? Ça te parle de la façon dont les événements, qu'on les décide ou non, nous construisent. Et font de nous une personnalité unique ou pas, bonne ou pas. Et donc il y a toute une réflexion comme ça sur les contes, sur les tragédies. Il y a un côté assez péplum aussi dans le long métrage. Bref, je trouve ça absolument fascinant de bout en bout. J'ai peut-être pas encore tous les mots que je souhaite poser sur cette construction-là. Là, je donne comme ça mon avis à la volée, même si j'essaie de le développer évidemment. Mais donc je trouve ça vraiment, ce côté conte m'a rappelé également Mad Max 3, tu vois. Et je trouve ça super touchant. Comme si George Miller, après l'accident qui s'était passé dans Mad Max 3, après le fait que Mad Max 3, ça lui avait fait quand même vraiment mal au cœur, et ben ça y est, il était guéri. Et il revient, justement, il rend hommage à ce film-là, qui est un petit peu maudit. Mad Max 3, qui sonne notamment avec tout le truc du mythe de Peter Pan, un peu comme un conte, et ben il rend hommage à cet opus-là en créant un nouveau conte dans l'Odyssée Mad Max. Parce que, voilà, Mad Max, c'est une odyssée, et ce film-là, c'est une odyssée. Et je trouve ça très touchant, je trouve ça passionnant. Et voilà, moi, pour ce qui est d'histoire, les personnages, je les trouve très bien développés. J'aime beaucoup cette version de Furiosa, qui est beaucoup plus silencieuse. Et même le fait qu'elle soit silencieuse, c'est pas juste je vais rendre mon personnage silencieux pour que c'est mystérieux et tout. Non,
c'est inscrit même dans la diégèse du film. Genre, elle doit être silencieuse, tu vois. Donc tout est très très bien pensé. On en parlait tout à l'heure du personnage d'Immortan Joe, qui ici est beaucoup plus calculateur, beaucoup plus réfléchi, parce qu'il est plus jeune également. Je parlais du personnage de Demontus. Bref, vraiment, au niveau du scénario, moi je trouve ça... mais vraiment, c'est un 10 sur 10, quoi. Le scénario, même en termes de rythme, ça va avec le scénario, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. C'est-à-dire que même à la fin, j'étais en mode, ah bon, c'est fini? Mais moi j'en voulais plus, Georges. Tu vois? Genre vraiment, je trouve ça, mais géré de main de maître. Et maintenant, on va passer à la mise en scène. Ça y est, on fait tout dans l'ordre. Michael Guerraz va être content. Coucou, Michael. Ouais, mise en scène et traitement des personnages qui vont ensemble. Oh bah, Ça le va traitement souvent. des personnages, on en a parlé dans le scénario. Ouais, mais tu peux poursuivre dans la mise en scène. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. There will always be war, but to get home, Furiosa fought the world. Ça Donc, va de pair. Parce que moi j'ai donc, quelque chose à dire sur Furiosa. Et ok. pour rebondir sur ce que tu as dit. Donc, Quel- niveau mise en scène, qu'est-ce que tu penses de Furiosa? Ah bah Furiosa, en fait, il y a vraiment un sens. Des fois on peut dire, ah bah elle est muette, parce qu'elle est muette à un moment donné, et à un moment donné, bon, vous voulez bien qu'il faut qu'elle parle un jour. Hein. Mais en fait, il y a un sens très particulier dans le fait qu'elle ne parle pas, parce qu'en fait, c'est tout l'essence même de ce personnage pour arriver à son but, en fait. Parce que si Elle parle, elle est démasquée. Ouais. Donc, voilà. Et même, il n'y a pas que la parole. C'est-à-dire que... Les gestes, les façons, ouais. Les gestes, et puis même aussi le fait qu'elle doit cacher ses cheveux, etc., etc. Genre vraiment, elle se fait passer pour un homme, quoi. On va pas en dire plus, mais si elle ne gère pas cette situation, elle est morte, quoi. Enfin, vraiment... Ah oui, elle est complètement... comme au début de l'histoire, avec quelqu'un de sa famille. Hein, Ouais. ça termine mal, quoi. Donc, voilà. Mais c'est vraiment le personnage... vraiment... C'est très bien caractérisé par la mise en scène, en fait. Ouais. Au-delà d'être très bien caractérisé Bien sûr. par l'écriture. Mais du coup, les scènes d'action aussi. Parce qu'il y en a quand même. Il y a 3 grosses scènes d'action Ouais, dans ce film. et Qu'est-ce que t'as pensé de la mise en scène? Il y a un gros moment où Midpoint qui a pas de ventre mou. Sur les 3 scènes d'action, parce qu'il y a des petits commencements de scènes et après ça se poursuit, ça fait une déjà, grosse scène. le film s'ouvre sur 20 minutes d'action qui n'est pas de l'action. C'est en une, même grosse temps. intro, c'est une grosse intro quand même. On va pas en dire plus, mais c'est de l'action qui n'est en même temps pas de l'action. Non, c'est pas de l'action Mais c'est, comme Fury Road, c'est pas de l'action vraiment, allez, à balle, on tire sur le truc, et puis il y a des voitures et tout, et puis il y a des grosses explosions. Non, c'est de l'action, mais beaucoup plus subtil. C'est pas vraiment de l'action pour de l'action, mais ça bouge quand même, quoi. Oui, ça bouge quand même, mais c'est de l'action qui est, on va dire, là où dans Fury Road c'était très... extrêmement rythmé, il se passe toujours 1 milliard de trucs, voilà, là c'est plus de l'action qui traîne, mais positivement, qui traîne en longueur, et donc qui va aider à avoir une certaine tension. C'est également aidé par la musique de Junkie XL, qui est beaucoup moins mémorable, entre guillemets, que celle de Fury Road, mais parce que George Miller, il a tellement confiance en ses images, frérot, qu'il a limite pas besoin de musique, tu vois. Et donc je te laisse continuer. Mais oui, ce traitement des personnages ou cette mise en scène sur les trois batailles, mais c'est un peu ça, hein, ce sont. Je trouve que en fait ça va crescendo. La première est très bien, la deuxième aussi, et la troisième, je sais pas pourquoi elle m'a fortement marqué. Et je crois que c'est dans cette troisième où il y a un personnage en particulier qui nous a fortement marqué, si je me souviens bien. C'est vers la fin en tous les cas. Le nain ? Ouais. Non, c'est au milieu, ça. C'est au milieu, c'est la deuxième ? Ouais. Ah, bon. Mais en tous les cas, la deuxième, troisième, c'est tellement extraordinaire, en fait, ce passage-là. Tu t'en parleras... En termes de découpage, de montage, mec, c'est d'une fluidité, d'une énergie, d'une tension, c'est... Wow. Mais c'est vrai que ces parties-là, au montage, en tous les cas, c'est vraiment super bien rythmé. On ressent le travail de Fury Road de Maria Sixel, et là, avec quelqu'un d'autre qui monte avec elle, et c'est quelque chose d'incroyable. Moi, j'ai beaucoup apprécié un passage dans la mise en scène, et on le voit en plan large. On le voit un peu dans la bande-annonce, donc tu peux en parler. Ouais, parce que Paul Lilaz, parlait de ce passage-là où elle est dos à la grille, il y a du feu. Là, c'est vraiment, à un moment donné, il y a une méga-masse, c'est le nom qu'on donne à cette arme, méga-masse, avec des boulets et tout. Et puis, il y a quelqu'un qui approche,
Et puis, Il se fait prendre dedans. il se prend dedans, il y a un espèce de parachute noir, et donc du coup, en flanc large, tu vois un espèce de... comme des tentacules, tu vois, et c'est super beau, c'est super En fait, bien c'est comme amené. si Voldemort, il s'était fait broyer, quoi. Oui, ouais, tu vas avoir des emmerdes, toi, si tu as dit le mot. Ouais, Ah ouais, merde, il va me retrouver. Donc voilà, mais alors j'ai pas vu tous les Harry Potter, donc pour te dire à quel point je suis quand même bien connaisseur, bien quoi. connaisseur. Mais en tous les cas, c'est vrai que ce passage-là, il m'a beaucoup marqué, c'est vachement beau. J'ai eu un peu triste que le plan dure pas un peu plus longtemps, de quelques images ou de quelques secondes, mais c'est vrai que ce moment-là, je me dis ah ouais, c'est vraiment c'est comme une chorégraphie, tu vois, et je me Ouais. dis ça. Et je me suis dit, est-ce que numérique, pas numérique? Et tu vois, j'étais... d'ailleurs, Ah, c'est Le fou. numérique, on va y passer. Ouais, il faut passer parce sur que le numérique. c'est une question qui est très importante quand on parle de Furiosa. C'est assez fascinant la façon dont tout ce qui est faux dans le film, tout ce qui est fait par ordinateur, tu vois que c'est fait par ordinateur. Mais ça ne te dérange jamais parce qu'il y a un soin qui est apporté. Et surtout, c'est volontairement fait de cette manière pour que tu comprennes que c'est du faux. Tu vois, il y a une recherche sur les fonds verts, sur les personnages en 3D, qui lorgne énormément vers le côté de l'animation. L'animation, c'est très cher à George Miller, et il a toujours fait ça de façon mélanger réel à animation. Il l'a fait dans Happy Feet 1, par exemple, et il le fait aussi un peu dans 3000 ans à t'attendre. Et là, il le refait, il pousse ça encore plus loin, et c'est un pari tellement osé pour un blockbuster à 168 millions de patates, de se dire, je vais faire exprès que mes effets spéciaux, si on les considère en tant qu'effets spéciaux réalistes, soient mauvais, mais si on connaît ma filmographie, qu'on connaît ma façon de penser, le fait que j'aime inclure de l'animation dans du réel, eh ben, les gens vont trouver que les effets spéciaux sont bons. Je trouve ça couillu, je trouve ça passionnant, je trouve le film trop beau, je trouve cette utilisation du numérique, je pense que c'est l'une des utilisations du numérique les plus intéressantes qu'on a eues depuis extrêmement longtemps, quoi. Parce que George Miller, il raconte quelque chose avec le numérique. Il fait du cinéma avec le numérique. Il n'utilise pas le numérique en mode, bon, on n'a pas ce décor en vrai, bon, on le fait en numérique. Tu vois, comme tous les Marvel ou tous les DC. Non, c'est pas ça. Oui. Lui, vraiment, il raconte quelque chose de puissant. Et je pense que Furiosa va rester très longtemps dans les esprits pour son utilisation du numérique, qui a d'ailleurs beaucoup divisé, même dans notre séance. On a un collègue réalisateur qui s'appelle Lucas, qui, lui, n'a pas été sensible. Il n'a pas dit que c'était mauvais, mais il n'a pas été sensible à cette utilisation du numérique. Et donc, toi, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que le numérique, il s'imbrique bien, en fait, dedans, en fait. Souvent, on met le numérique comme ça, et puis on verra à la post-prod, souvent. Et on se dit, bon, voilà, on va faire ça, bon... Et en fin de compte, le numérique, je disais qu'il s'imbrique très bien, parce qu'au fond, il y a des petits moments où tu dis, bon, ça sent le numérique, mais comme tu disais, quand on connaît un peu la filmographie de George Miller, ben on se dit, ah bah oui, ouais, il y a quand même quelque chose, quoi. C'est travaillé. C'est pas genre je le fais comme ça et puis. C'est pas je cède au numérique pour céder au numérique. Non, Non. c'est je prends le numérique, je m'en empare et je raconte quelque chose Non, avec. je pense qu'il peut le faire aussi autrement, mais il utilise ce numérique-là parce que je pense dans sa tête, comme il est toujours en ébullition, il se dit, ça peut être pas mal. Et puis les idées fusent, et en fait tu dis. Bah ouais, pourquoi pas, ça peut très bien marcher, ça peut très bien aller. Et je trouve que ce traitement du numérique est vraiment, de ces derniers films, les plus intéressants. Je mets en dehors des films Marvel ou The Flash ou tout ça. The Flash. Mais, non, mais je parle des vrais films avec En plus, The Flash, numérique. ils ont essayé de nous faire croire que le numérique, il était comme ça parce que The Flash, il a une vision bizarre. Mais non, Non, mais ça marche nique pas. ta race, quoi, Non, ça putain. marche pas. Mais par contre, non, le numérique est très bien fait. Et je trouve ça, c'est intelligent d'avoir pris en numérique, d'avoir pris quelqu'un qui sait gérer le numérique. À la photo, ouais. À la photo, peut-être au montage, peut-être quelqu'un aussi, j'en sais rien. Mais en tous les cas, je pose là-dessus. Mais en tous les cas, c'est quelque chose, depuis ces dernières années, qui n'a pas été vu, en fait. D'avoir un traitement du numérique comme ça. Et il y a ce truc de toute façon, Mad Max, c'est un univers bizarre. Et ce traitement du numérique qui est bizarre, ça rend encore plus cet univers bizarre. Donc tu vois, ça sert à tous les niveaux, en fait, pour que ça marche. Et voilà, je pense qu'on a tout dit sur le numérique, à moins que tu souhaites dire... Non, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le numérique. En soi, je dis juste, il y a certaines parties où j'ai senti où c'était un peu délicat, un peu touchy peut-être. Mais je me dis, quand tu vois d'autres films où c'est encore pire, je dis non, c'est bien. Moi, je préférais toujours un film qui ose tellement de choses, Ouais. comme Furiosa, avec le numérique, qu'un film qui se dit, bah, j'utilisais le numérique, mais pour rien raconter. Là, encore une fois, ça raconte quelque chose. Ouais, ça raconte et il y a un Donc, sens à que chaque ça fois. plaise ou non, je comprends que ça ne plaise pas. Si quelqu'un sort du film et me dit, mais frérot, le film il est dégueulasse,
je dirais ok, je comprends. Mais sache qu'il y a quelque chose qui est raconté. Oui. Et que c'est une tentative. Et franchement, pour un blockbuster, encore une fois, à 168 millions de dollars, ce qui est quand même énorme, sans compter le budget marketing, donc ça doit avoisiner les 200 millions de dollars, je suis mais en admiration devant les énormes couilles de George Miller et de toute son équipe, d'avoir, surtout dans une période en plus où tout le monde commence à dire que les effets spéciaux dans les gros blockbusters sont dégueulasses, etc., etc. Tenter un pari aussi fou dans le numérique, franchement, chapeau monsieur, chapeau l'équipe, et ça me passionne, voilà. Et donc ça, c'est pour ce qui est de la mise en scène. Donc on a parlé des scènes d'action, des scènes d'action, des traitements des personnages, du numérique, on a mis du dedans. numérique. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à la mise en scène? Bah, on l'a pas dit. Il y a évidemment des très beaux plans. Il y a évidemment... C'est une très belle photographie. Hein, ouais, la photographie est très belle. J'étais un peu inquiet quand même quand j'ai vu que le gars avait bossé sur 302, sur Die Hard 4, mais au final, c'est vraiment très joli. Et puis, il y a vraiment des tableaux, quoi. Moi, il y a toute une partie, je vais pas dire laquelle, parce que ça, ce serait du spoil, mais concernant le Wasteland, qui est donc l'endroit de Mad Max, en fait, où tout se passe depuis le début de la saga, il y a quelque chose qui concerne cet endroit, qui est compté, et il y a des transitions. Voilà, je donne un indice pour ceux qui ont vu le film. Ça m'a fait penser à du Bruegel, au peintre Bruegel. Tu vois ce peintre? Oui. Au côté très malade et bizarroïde des peintures de Bruegel. Moi, c'est un peintre qui me passionne. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais waouh! Mais c'est tellement intéressant et ça peut faire penser aussi à d'autres choses. Et c'est notamment dans un passage où il y a beaucoup de gens qui sont pas bien, etc. Et tu sens la maladie à l'image, tu vois. Et c'est rare de sentir ça. Et j'ai trouvé ça vraiment, encore une fois, très passionnant. Ouais, c'est vrai, il y a des passages chocs. Dès que tu me disais aussi que... C'est le... Je pense que tu vas venir là-dessus, vas-y. Ouais, vas-y. c'est sans doute le film, on va dire, le plus... Bah, c'est pas gore, mais vous comprenez par gore, le plus... visuellement... dérangeant par de la saga. De la saga. Parce que moi, il y a vraiment... Il y a un plan, un moment sur une main, je vais pas en dire plus. Il y a un plan, ou plutôt plusieurs plans dans un terrier. Voilà, pour ceux qui ont vu le film, on va appeler ça un terrier. Où vraiment, c'est vraiment v'là dégueu. Et l'image, elle a une odeur, tu vois. Genre... Oui, c'est vrai que quand on était au cinéma, on ressentait l'odeur, c'est vrai. Je suis d'accord. Et surtout, franchement, Furiosa, il serait sorti à l'époque de Mad Max 1, il aurait été interdit au moins de 18. 18, ouais, je pense aussi. Mais tu parlais de cette histoire de main et cette histoire de bras. En fait, tout simplement. Mais non, mais je trouve que c'est bien, en fait. C'est couillu d'avoir fait ça, d'avoir fait quelque chose, et pourtant c'est moins de 12. C'est que moins de 12. En vrai, franchement... Il n'y a pas de moins de 14, ça n'existe pas, c'est moins de 16. Tout le film, je comprends que c'est moins de 12, sauf la scène du terrier, où là je me dis c'est vraiment ultra hard pour des gens qui ont 12 ans, quoi. Ouais. Genre tu viens d'avoir tes 13 ans, tu vois la scène du terrier, t'es traumatisé à vie, mec, vraiment. Ouais, c'est vrai qu'il faut être accompagné, je dirais 12 ans accompagné à la rigueur, parce que c'est vrai que, même quand t'as plus, mais tu peux pas être 14 ans. Même moi qui ai 22 ans, quand j'ai vu cette scène, j'étais en mode, ah mais c'est dégueulasse frère. Comme ça, ouais, c'est un monde de pourriture, hein. C'est ça. Mais je trouve que c'est vachement intéressant le traitement de... on s'est même dit que... De l'image, la photo dedans. On s'est même dit, dans cette scène, la photo, elle est malade en fait. Elle montre la maladie de cet endroit. Ah oui, elle est complètement gangrénée, elle est complètement morte. Ouais, et on s'est dit d'ailleurs, parce qu'apparemment il y aurait possiblement, alors ça dépend si Furiosa marche, il y aurait apparemment un Mad Max 6. Qui s'appellerait The Wasteland. Et on s'est dit avec Tao, ce serait intéressant, sachant qu'il y a eu une première trilogie Mad Max, que là il fasse ce troisième film de la nouvelle trilogie entre guillemets, et que là il fasse un truc genre vraiment moins de 16 quoi, tu vois, ou genre je sais pas. Tu voudrais que ça soit un épisode sur parce qu'il y a eu un épisode sur Furiosa, tu voudrais un épisode sur Dementus ou sur Immortal Joe? Bah en fait Dementus, je me dis pourquoi pas, parce qu'il y a quand même des choses à mon avis dans son passé qui sont très intéressantes à explorer. Je pense pas que ça soit un personnage, bon dans le film c'est une ordure, hein, mais je pense que de base c'est un peu comme Negan dans The Walking Dead, tu vois. C'est une ordure, mais de base c'est pas forcément une ordure. Donc je pense que ça peut être intéressant. Immortal Joe non, parce que ça fait quand même 2 fois qu'on le voit. Et... Oui, bien sûr. Ouais. Je pense pas que George Miller il a envie de faire un film sur Immortal Joe. Et là tout d'un coup demain, nouveau film sur Immortal Joe. Non. Tu vois. Ouais, ça sera une série. Mais n'empêche, une série dans l'univers de Mad Max, si elle est chapeautée par George Miller. Encore une fois, George Miller c'est un mec qui expérimente tout le temps. Donc qu'est-ce qui l'empêche de dire demain? Et en fait les gars, maintenant je vais faire une série Mad Max. Parce que tu vois, ça peut être intéressant. Mais maintenant on va passer aux acteurs, aux actrices.
Qu'est-ce que tu as pensé donc de Anya Taylor-Joy en Furiosa? Ah bah, Anya Taylor-Joy, j'ai déjà dit un peu avant, mais bon, j'ai quand même préféré Charlize Theron dans l'autre. Mais pour Anya Taylor-Joy, c'est une actrice que j'apprécie aussi. Je peux comprendre qu'il y en a aussi qui n'aiment pas. Comme moi, je n'ai pas aimé Zendaya non plus en tant qu'actrice, mais pas en tant que personne dans des galas. Mais c'est vrai que Anya Taylor-Joy, c'est une actrice que je peux dire, que je porte quand même dans mon cœur, parce qu'il y a des films que je n'ai pas vu d'elle, malheureusement, mais que j'ai, d'ailleurs, dans ma filmographie, j'ai Emma, d'ailleurs. Voilà, tu es très très fan de La Sight in Soho. Oui, La Sight in Soho, je suis très... j'aime beaucoup Thomasine Mackenzie aussi. Thomasine Mackenzie qu'on a pu voir jouer dans Jojo Rabbit. Dans Jojo Rabbit, qui joue la sœur du petit garçon. Enfin, la sœur. On va pas spoiler, mais... Oui, non, mais la pseudo-sœur. La pseudo-sœur. Mais, oui, Jojo Rabbit, c'est incroyable. Ouais, c'est le meilleur film de Taika Waititi. J'aime beaucoup Anya Taylor-Joy. Je trouve que ce rôle, parce que j'avais un peu peur aussi de me dire, bon ben, qu'est-ce qui va se passer après Charlize Theron, parce qu'elle était géniale. Moi, ah bah elle a marqué tout le monde. Voilà, je suis un peu comme Véronique, si elle se reconnaît, qui préfère Charlize Theron. Alors peut-être qu'elle me dira si elle a préféré Charlize Theron. Alors Véronique, pour ceux qui nous écoutent, c'est ma maman. Ouais. Ou si elle a préféré Anya Taylor-Joy dans Furiosa. Mais moi, j'ai préféré Charlize Theron. Mais Anya Taylor-Joy, je trouve qu'elle reprend bien le rôle de Furiosa. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un aussi, je vais parler de Daniel, le chef-op. Qui est le directeur photo du projet sur lequel on bosse. Ouais, parce que... Et ça a été la même chose aussi pour mon directeur de mon cinéma de quartier. C'est la même chose, je vous jure, c'est vrai. Ils ne sont pas du tout concernés. C'est qu'ils se sont dit, mais en fait, Furiosa, c'est elle qui était Furiosa dans Mad Max Fury Road. C'était la même Furiosa, et à la fin, ils se disent, mais oui, c'est elle dans Fury Road. Ouais. Et dans Furiosa, là. Alors que moi, je savais très bien que les deux étaient les mêmes personnes. Voilà, à des âges différents, oui, bien sûr. Mais je trouve qu'elle prend super bien, et je trouve qu'elle joue magnifiquement bien, en fait. Et en fait, je me rends compte que... c'est très dur ce qu'elle a joué en plus. Oui, non, mais en fait... Parce qu'elle doit faire passer énormément d'émotions, mais sans la voix. Oui, bah c'est ça, c'est pour ça que je voulais dire ça, c'est que il y a des personnes qui... On dit souvent, bon bah tu parles, bon tu joues pas bien, bon voilà. Mais quand tu dis rien, t'es en silence. Et là, elle est remarquable. Elle fait passer plein de choses. Par le regard. Par ses mimiques, par sa façon de bouger, par sa façon de faire les choses aussi. Parce qu'il y a un moment, il y a une histoire de flacon, et ça, c'est un truc de mec. Ouais, voilà. Et mais donc... c'est très intéressant d'ailleurs, la façon dont elle est obligée de faire. Elle fait et après, elle s'en va. Ouais. Tu sais, elle essaie de monter les gros bras. Et en plus, super dans le film, elle passe un échelon, hein, tu vois, duquel tout le monde passe. Donc voilà, donc c'est une nana qui a beaucoup de choses à dire, malgré qu'elle n'a pas le parole. Qui est une femme forte, parce que j'allais dire, femme forte, courageuse. Une femme. Qui envoie la pâtée quand même. Ah ouais. Tu vois. Bah en vrai, je vais pas avoir à dire. Je t'aime, Anya Taylor-Joy. Bah oui, on t'aime tous, Anya Taylor-Joy. Continue ta filmographie qui est absolument dingue. Tu es une très bonne actrice. Mais moi, je vais pas avoir grand chose à dire de nouveau par rapport à ce que tu as dit, parce que je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je préfère pas Charlize Theron, mais je préfère pas non plus Anya Taylor-Joy. Je trouve que les deux sont impeccables. C'est une actrice que j'aime beaucoup de toute façon. Mais je pense qu'on va passer à Chris Hemsworth, Demontus. Ah bah vas-y. Et là, ça va être un peu... Touchy, allez vas-y, c'est parti. On va être divisé. Moi, je trouve que c'est le rôle le plus intéressant qu'il a eu depuis... ça fait combien de temps qu'il fait Thor et qu'il a rien fait à côté? Trop longtemps. Vraiment, je trouve que c'est l'un de ses rôles les plus intéressants. Parce que... enfin, on le voit jouer quelque chose de différent, tu vois. Enfin, on le voit jouer réellement du drame humain. Parce que dans Endgame, où d'accord, il était traumatisé par ce qui s'était passé, il était en déprime, ils ont rajouté beaucoup d'humour par-dessus à la Taika Waititi, tu vois. Donc là, on le voit vraiment jouer des scènes où il est malheureux. Il est vraiment malheureux. Et je l'avais jamais vu jouer comme ça. J'ai trouvé ça très fort. Et puis, la manière dont il se meut aussi, et la manière dont il joue le gars très énergique au début, puis ensuite, quand on le revoit plus tard... très fatigué, c'est un clown triste, c'est une sorte de pitre, et je trouve ça, même si dans les films de Taika Waititi, les Thor de Taika Waititi, c'est un pitre aussi, je trouve ça plus intéressant la façon dont il est un pitre triste dans l'univers de Mad Max. Je pense que c'est un personnage, pourrait vraiment y avoir des choses dessus, des séries, des films, mais en tout cas il m'a vraiment convaincu, et ce côté, la façon dont il le joue, ce mec qui court après l'espoir, mais qui ne l'a jamais en fait. Quand il dit, encore une fois j'en reparle, mais quand il dit "There is no hope", il y a un truc dans sa voix, c'est dans la bande-annonce, n'hésitez pas à aller l'écouter, mais qui m'a chamboulé quoi.
qui m'a vraiment chamboulé et j'étais pas habitué à ça avec Chris Hemsworth. Et toi, du coup? Ouais, moi je suis un peu plus partagé, c'est-à-dire que... Eh ben, t'as tort. Voilà. Ah, la blague. THOR, Thor, mais j'ai compris. J'ai le mot nul. Mais en fait, non, en fait, c'est-à-dire que moi j'ai... Je sais, j'avais bien aimé le premier de Taika Waititi, Ragnarok. J'avais beaucoup aimé ce personnage-là, beaucoup plus que celui d'après. Ah, Love and Thunder, quel enfer. Love and Thunder de poulet de KFC. Et, Thunder, excusez-moi. Et en fait, non, j'ai pas beaucoup... Déjà, j'ai du mal avec Chris. Tu vois. Et, Chris, c'est ton pote. Non, mais parce que j'arrive jamais à dire le nom de famille en fait. Chris Hemsworth. Ouais, mais à chaque fois, je sais jamais dire. Non, mais c'est pour ça, excusez-moi. Mais par contre, non, je dirais pas comme, par exemple, Daniel. Ouais, tu vas te reconnaître, Daniel, hein, si t'écoutes le podcast, si t'en es rendu là. C'est que tu disais, ouais, ça fait vraiment le gros bras, ça reprend le tort. Je trouve pas qu'il fait. Je suis plutôt d'accord avec JB de dire qu'il joue pas le rôle de Thor. Même s'il a des gros bras, on le voit, on voit saillant à un moment donné, on le voit, allez, vas-y. Hein. Mais en fait, je trouve que le personnage est plus profond que ça. D'ailleurs, il joue avec son corps. Oui. Notamment avec la scène des tétons et du truc dans le nez. Quoi. Oui. Il y a des trucs vachement intéressants. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, ils vont se dire, son... mais de quoi on parle là? Ouais. Non, mais il est vachement intéressant comme personnage, mais je suis pas attaché non plus à Dementus. Voilà, tu trouves qu'il est là, mais... Bah, je trouve qu'il y a des moments où je me dis, bah ouais. Souvent, le passage dans le moulin à balles, il est génial, ce passage-là où, en fait... il est entre l'énergie et la détresse, quoi. Ouais, il est un peu perdu, le mec. Mais du coup, c'est extraordinaire, ce passage-là. Mais il y a d'autres passages, dont le passage de fin, où je dis, bon, ok, c'est bien, là. Tu fais penser à Max quand il est increvable. Tu vois, donc du coup, je sors un peu du truc. Donc il y a des moments où ça me plaît vraiment. Où il a vraiment ce côté d'humour. Je crois que maintenant il veut faire des films où il peut lâcher de l'humour comme ça. Ouais. Et voilà. Après, à petite dose. Ouais. Voilà, c'est une petite aparté vite fait. C'est comme de Donjons et Dragons, l'humour de Chris Pine. À un moment, j'en avais un peu marre, tu vois. Mais voilà. Mais là, c'est pas tout à fait pareil. Mais c'est vrai que ce Dementus là, c'est pas quelque chose dont je me souviendrai. C'est pas ton méchant préféré de Mad Max, quoi. Non. Tu préfères Immortan Joe? Je préfère Immortan Joe là en étant jeune, parce que je trouve qu'il est calculateur, manipulateur. Ouais. Voilà, en tous les cas, j'ai préféré Immortan Joe à Dementus. Voilà, jeune. D'accord. Et puis, écoute, maintenant on va passer à la dernière section de ce podcast qui dure longtemps, mais on espère qu'il vous plaît. La musique de Junkie XL, on va passer assez rapidement dessus. Moi j'ai adoré la musique qu'il avait fait sur Fury Road. Après, calme plat. Genre vraiment, il y a que très très peu de musique qu'il a faite après, à part celle de Zack Snyder Justice League. Il y en a que très peu que j'écoute. En même temps, il a fait celle des films Godzilla par Warner, il a fait celle de Sonic, frérot. Voilà, c'est très très oubliable. Et là, en fait, c'est oubliable, mais c'est pas grave. Parce que George Miller a tellement confiance en ses images qu'il a demandé à Junkie XL, fais-moi juste des battements de cœur, s'il te plaît, frérot. Et du coup, il y a beaucoup de battements de cœur dans la BO durant tout le film, c'est intéressant, mais juste, tu vas pas forcément aller écouter ça, quoi. Après, il y a des retours de thèmes de Fury Road par-ci par-là, donc ça fait plaisir. Mais je pense que George Miller a beaucoup plus voulu insister sur le son des voitures, le son... etc., que sur la musique. Parce que moi, j'ai été vraiment frappé par le niveau de son, justement, des voitures, des bombes, etc., plus que par le son de la musique. Voilà. Mais c'est vrai que le son, moi j'ai fait vachement attention, j'ai repensé, comme on est en étalonnage en ce moment, et qu'il y a d'autres gens qui sont en mixage son, et moi j'ai fait vachement attention aussi au son, des fois je fais plus attention au montage vidéo, image, et là le son, il y a des trucs, je me dis, mais c'est super bien foutu, c'est au bon niveau et tout, et il y a quelque chose que je veux dire, Papa JB, il le sait déjà, il était un peu triste, parce que à la fin de la bande-annonce sur Furiosa, de la première bande-annonce, je crois, ou la deuxième, en tout cas l'une des deux, il y a ta tin. Oui, non, mais ça c'est dans la deuxième bande-annonce. Mais il y avait pas, il y a la musique qui fait et je voulais trop cette musique dans le film, mais il y avait pas. Mais c'est souvent dans les bandes-annonces, il n'y a pas la musique. Et pour revenir sur Junkie XL, la musique est moins marquante.
Et je vais juste faire une aparté sur un film que JB n'a pas vu de de Hayao Miyazaki, qui est Le Garçon et le Héron. Et la musique, pareil, du même personne pour les films de Miyazaki, qui est Joe Hisaishi. La musique dedans est moins marquée, pour moi, je trouve, par rapport à des musiques comme partitions de partitions de Chihiro, tout ça, d'autres choses, ou de Prince Mononoke. Bah là, c'est un peu pareil, c'est un peu le même genre. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé que la musique se tenait, mais il y avait des passages moins remarquables que dans Fury Road. Le passage, je sais plus comment s'appelle la musique, c'est ton 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 ton, et après c'est avec des percussions. C'est Brothers in Arms. Oui, c'est ce passage-là qu'on voit dans la bande-annonce d'ailleurs. Il y a une bonne annonce, on a cette musique. Oui, il y a cette musique. Voilà. C'est Brothers in Arms. Mais c'est pour ça justement que je croyais que la musique de Furiosa dans la bande-annonce allait être dans le film. Oui, parce que la musique dans le trailer de Mad Max Fury Road est dans le film, tu vois. Voilà, mais en tous les cas, non, elle n'y est pas. Mais ça reste quand même une musique que on va pas se souvenir non plus. Ça sert bien l'attention, mais c'est pas mémorable, quoi. C'est pas mémorable, mais au moins ça élève un peu le... Ça élève le film quand même, mais ça se tient quand même. Je veux dire, moi je peux regarder le film et je me dis, ah ben, je me suis pas dit, il n'y a pas de musique remarquable. Parce qu'il y avait d'autres choses à côté, tu rappelais de la mise en scène, tout ça, le travail de George Miller. Il dit, il fait moi des battements de cœur. Et d'ailleurs, petite chose sur les battements de cœur, et là je me remets à Michael Guiraz sur un TD d'action, où toi tu étais venu d'ailleurs, c'est que souvent les battements de cœur c'était beaucoup utilisé dans les films des années 80. George Miller est quelqu'un qui a fait un film de Mad Max en 79. Et donc souvent c'est un peu le cliché de faire je fais mal, je suis un cœur mourant. Mais un corps mourant. Et donc voilà, donc souvent c'est un peu facilité. Et là il utilise plutôt bien, je trouve. Et c'est plutôt bien amené. C'est pas genre je fais juste voilà, ça tape et voilà. Mais je trouve que George Miller s'en sort très très bien. Et Jane Kinsel, pas trop mal. Non, ça va. Ok. Ça va. Juste avant de finir, petite partie spoiler, comme on l'avait annoncé. King Tao, tu voulais nous dire quelque chose en partie spoiler, et moi aussi d'ailleurs. C'est pas vraiment spoiler, je crois. Ah ouais? Non, en fait... T'avais des doutes, c'est pour ça que... Oui, non, en fait, c'était pas vraiment spoiler. Peut-être toi, c'est plus spoiler. Mais c'est vrai que j'aurais pu dire spoiler. Mais en fait, c'est qu'on n'a pas parlé de la filmographie, en fait, au début. La filmographie de George Miller, en fait. C'est juste de savoir ce qu'il avait fait avant et tout. Parce qu'il a pas fait que Mad Max. Parce que souvent, George Miller est associé à Mad Max. Mais il a fait d'autres choses. T'en as parlé vite fait de Happy Feet 1 et 2, que t'as beaucoup aimé, je crois. Il a fait également Les Sorcières d'Eastwick, qui est super, avec Jack Nicholson. Ouais. Il a fait donc Babe le cochon dans la ville, qui est le deuxième opus. Je préfère le premier, personnellement. Et il a fait aussi Happy Feet 1 et 2, évidemment. Hello. I know size can be daunting, but don't be afraid. I love you. I love you! D'ailleurs, t'as une petite anecdote sur Happy Feet. Voilà, c'est une anecdote assez amusante, c'est pour ça que j'ai repensé. C'est que en fait, un jour, donc moi je suis au Vietnam, j'étais adopté, et puis en 2017, quand j'avais 9 ans, je suis allé là-bas et je suis tombé sur un DVD de Happy Feet. Alors je sais plus si c'est le 1 ou le 2, peu importe, mais en tout cas c'est l'un des deux et c'était en vietnamien. Et en fait, c'était dans une petite pochette en plastique, pas un DVD, mais vraiment plastique, où on peut le. Voilà. Et il y a le film, voilà, en vietnamien. Bah écoute, on se le fera un jour en vietnamien. Et puis, il a réalisé beaucoup de trucs. Il a réalisé un film, c'est Le nom d'un gars qui finit en O, mais je me souviens plus qu'est-ce que c'est. T'as parlé de 3000 ans à t'attendre aussi, qu'il a fait juste avant. Ouais, il a fait 3000 ans à t'attendre juste avant Furiosa. Et après Fury Road. Voilà. Évidemment. Make a wish! Save yourself! I have a wish. Et j'ai l'impression d'en oublier un. J'ai l'impression d'en oublier un. Mais je vais en profiter du coup pour vraiment spoiler. Et voilà, dans cette partie spoiler. Vas-y. Moi, ce que je trouve très intéressant à la fin et très marquant, c'est le fait que Dementus. Déjà, on te dit qu'il y a 3 fins différentes. Donc, on revient à ce côté très conte. Mais on te dit la vérité, c'est que Dementus, il fait partie de la citadelle d'Immortan Joe. Et elle a planté donc cette graine qu'elle garde depuis son enfance. La graine qui représente la terre verte, qui représente l'espoir, la poésie. Elle l'a plantée limite dans Dementus. Donc un truc complètement fantastique, tu vois, mais on revient à ce côté conte. Et je trouve ça d'un nihilisme. Je sais que je dis souvent ça quand je parle de films, mais là vraiment, encore une fois, je suis frappé par ce nihilisme. C'est quand même, on te dit que la poésie, l'espoir,
en tout cas dans l'univers de Mad Max, né dans l'horreur. Ouais. Parce que Demontus, il représente l'horreur, il représente la détresse, il représente le bien manque sûr. d'espoir. Et cet arbre, il pousse en lui, tu vois. Ouais. Et c'est ce qui le garde aussi un petit peu en vie, c'est ce qu'on comprend. Donc la poésie, l'espoir, dans l'univers de Mad Max, garde l'horreur, le désespoir en vie aussi. Ouais. Et ils cohabitent. C'est un résumé parfait de Oui. tout ce qu'est la saga Mad Bien Max. sûr. Et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai retrouvé les 2 autres films, il y a Lorenzo, Ah voilà, c'est ça que je cherchais. et l'autre film, c'est un segment de la 4e dimension. Ah oui, oui. Voilà. Et sinon, moi, en partie spoil, ça va être très court, mais c'était tellement attachant. On en a parlé beaucoup après avec Anna, d'ailleurs. Oui, est venue Anna avec qui nous. était avec nous. Si tu viens un jour regarder. Dédicace à toi, Anna. Voilà. C'est le moment avec le petit nain. Oui, le petit nain. En fait, c'est le petit nain qui doit activer la méga masse, Ouais. et en fait, il meurt. Ouais. Et on le voit que 2 minutes. Mais ça, c'est la force de George Miller. Ouais. C'est-à-dire qu'on le voit que 2 minutes, mais le personnage est super bien caractérisé, tu t'attaches de fou à lui, et puis il meurt. Et là, j'étais vraiment en mode, oh non Et Moi, 2 je minutes, voulais- 2 minutes, et on s'y attache. Moi, je voulais pas qu'il meure, tu vois. Et puis en plus, dans le moment où il est entre toutes les feuilles de salade et qu'il joue avec le spray là Oui. que les Warboys se mettent Ouais. quand ils disent soyez témoins, etc. Le fait qu'il joue avec ce spray comme ça sur sa main, ça transmet tellement de choses. Le fait que lui, c'est pas un vrai Warboy, il ne rejoint pas cette secte là, tu vois. Mais il va quand même mourir. Donc encore une fois, nihilisme. Et puis, puis c'est ça m'a fait mal, moi. Bah oui, moi aussi. Et petite dédicace à Anna, du coup, le nain à légumes. Voilà, le nain à Oui, c'est légumes. vrai, c'est le nain à légumes parce que Il est entouré de plein de il est entouré de légumes. Et voilà. Mais d'ailleurs, il y a des gens qui ont dit, quand on a vu l'extrait avec le nain dans la bande-annonce, ouah, c'est super dégueulasse, c'est quoi ce faux nain, entre guillemets? Bah les gars, c'est un vrai nain. Hein. C'est pas du numérique, là, c'est cette pas fois. du numérique, donc voilà. Mais donc voilà, c'en est tout pour cette partie spoiler, je pense. C'est tout. Bah, moi, c'est tout parce que je pense que c'est bien aussi de laisser un peu, de laisser des pistes aussi, c'est bien. En tout cas, moi, je pourrais juste dire que George va à 1000 à l'heure. Ah, c'est parfait, c'est parfait. Et donc voilà, et maintenant nous allons conclure ce podcast. I am the great Dementus, and I rule the wasteland. Let's party! Et donc, voilà, bah écoutez, on a abordé énormément de choses sur ce Furiosa, mais en même temps, est-ce étonnant, tellement le film est passionnant. Et on espère que cet épisode d'Enfants du cinéma vous aura plu, intéressé, diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager sur vos réseaux sociaux. Nos réseaux se trouvent en description, n'hésitez pas à les suivre, car nous sommes très présents dessus. Et maintenant, il y a à nouveau Sens Critique Et oui, Sens Critique. qui va de s'ajouter à la Quintao. liste de Letterboxd et d'Insta. Et J'ai déjà 1 milliard de liens dans la je description. vais un peu teaser un peu. Il y aura quelque chose qui va arriver en juillet de mon côté, voilà. Ouais. Mais je ne dis rien, mais voilà quoi. Mais vous aurez peut-être prochainement. soyez des témoins. choses. Voilà. Soyez témoins. Et donc du coup, voilà, je vais pas mourir, hein, je vous rassure. Ah oui, oui. Pas de sacrifice ici. Hein. Mais donc, voilà. On espère que cet épisode vous aura plu. On s'en va côtoyer d'autres univers. On vous dit à dimanche prochain, 18h, pour un nouvel épisode d'Enfants du cinéma. On ne vous dit pas ce dont on quoi. Un blockbuster, je sais pas un plus parler, blockbuster. je sais plus parler. On vous dit pas de quoi on va parler parce que tout simplement on ne sait pas encore de quoi on va parler en fait. Mais n'hésitez pas aussi, je tenais à le dire, j'ai parlé de mes réseaux précédemment, j'ai parlé de nos réseaux précédemment. N'hésitez pas à suivre le Twitter d'Enfants du cinéma. Voilà, où on parle d'actu, on vous donne des infos sur les épisodes à venir. Il est dans la description. On va peut-être ouvrir un Instagram également. Oui. On vous tient au courant. Un Spotify ou tout ça pour faire Oui, le podcast oui, à l'avenir. On va peut-être À aussi l'avenir. ouvrir un compte Spotify, Deezer, etc., pour que vous puissiez écouter le podcast autre part que sur YouTube. Ouais. Parce que oui, sur YouTube, par moment, ça peut être, si vous n'avez pas YouTube Premium, ça peut être un peu saoulant de rester devant une image fixe pendant 1h30. Mais du coup, on s'en va côtoyer d'autres univers, pas celui de Mad Max parce que j'ai envie de me détendre. Ouais. Et on vous dit salut! Salut. Et vous, quel est votre film Mad Max préféré? Peut-être c'est le 3, peut-être vous êtes de notre côté. En mode le 3, il est mal aimé mais un peu pour rien. On ne sait pas. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Allez, tchou!